Bonjour à tous, nous allons donc nous pencher ce matin sur les relations entre l'Europe et la Chine. La Chine, premier marché mondial avec 800 millions de consommateurs à horizon 2030. Ce pays est à la fois un rival et un partenaire pour le vieux continent. L'Union européenne est devenue le principal partenaire commercial de la Chine, quand dans le même temps, le marché chinois est le deuxième débouché des produits européens derrière les États-Unis. Alors, comment renforcer la stratégie économique de l'Europe vis-à-vis de la Chine? Voici la question à laquelle nous allons tenter de répondre ce matin avec nos trois invités au cours d'un débat qu'on espère très riche. Donc, avec nous, Elvire Fabry, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse senior en géopolitique du commerce, rapporteure du groupe de travail sur les relations UE-Chine à l'Institut Jacques Delors. Vous avez écrit une note intitulée Rééquilibrer la relation UE-Chine dans un nouvel ordre mondial qui a été publiée en octobre 2021. Jean-François Dufour également avec nous. Bonjour. Bonjour. Cofondateur du centre Sinopol, auteur de l'ouvrage China Corp 2025 dans les coulisses du capitalisme à la chinoise. Et puis Sébastien Jean, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur au Conservatoire national des arts et métiers, auteur d'une note publiée en juillet 2022 au Conseil d'analyse économique dont nous avons repris le titre, et pas que pour cette table ronde puisqu'elle s'intitule, votre note, Renforcer la stratégie économique de l'Europe vis-à-vis de la Chine. Merci à tous les trois. Nous allons passer 2 heures ensemble. Dans une première partie, nous allons d'abord nous poser, regarder de plus près dans quel contexte géopolitique et économique s'inscrit ce débat, une sorte de photographie, de panorama de cette fin de premier trimestre 2023. Un contexte géopolitique sur fond à la fois de tensions de plus en plus vives entre la Chine et les États-Unis et de guerre en Ukraine qui se poursuit. On tentera de savoir dans quelle mesure cet environnement géopolitique complexe a conduit la Chine à développer une stratégie d'autosuffisance. Nous ferons aussi un focus sur la santé économique et financière de la Chine post-Covid. Et puis ce panorama, une fois dressé, nous passerons au cœur du sujet, les relations à proprement parler entre l'UE et la Chine. Comment l'Union européenne a développé un arsenal d'outils commerciaux, réglementaires, industriels également, pour mieux protéger à la fois ses produits, ses investissements et ces technologies. Nous nous demanderons également si la Chine reste à la sortie du Covid un Eldorado pour les entreprises européennes. Et puis dans une troisième partie, nous nous demanderons comment mieux développer un partenariat avec la Chine, notamment pour lutter contre le réchauffement climatique. Alors vous aurez vous qui nous écoutez, qui nous regardez peut-être aussi, la possibilité de poser des questions à nos trois invités. Nous réserverons la dernière demi-heure au chat. N'hésitez donc pas à poser vos questions au fur et à mesure de ce débat. On les prendra au bout d'une heure et demie, donc aux alentours de 11 heures. Alors, on va commencer donc avec la première partie, dresser le constat. Quelle est cette nouvelle donne géopolitique et économique qui influence la stratégie chinoise d'autosuffisance sur fond tout d'abord de relations tendues entre les États-Unis et la Chine? Peut-être Elvire Fabry, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dresser un petit peu ce panorama, ces relations UE-Chine qui se sont tendues ces dernières années, à peu près aux alentours de 2018? Bonjour à tous. Oui, en effet, pour planter un peu le décor de cette discussion, je pense que lorsque vous évoquez, Isabelle, l'objectif d'autosuffisance chinoise, il faut revenir en 2015. En fait, c'est un objectif qui n'est pas nouveau, qui est un objectif que la Chine a mis sur la table dans son plan Made in China de 2025, qui est un objectif de leadership technologique, de se positionner sur la scène internationale comme étant le principal leader technologique, et donc un objectif de puissance économique, et qui était fondé sur son principe de double circulation, c'est-à-dire qui consiste à la fois miser davantage sur la capacité propre de son marché domestique et un objectif de monter en gamme, si je puis dire, un peu de manière verticale dans la capacité de production des chaînes de valeur chinoises,
C'est-à-dire qu'on s'était habitué finalement à une Chine manufacture du monde qui assemblait ou qui produisait les entrées de gamme dans les chaînes de valeur, mais avec une capacité d'assemblage et finalement de manufacture des produits finis de haute technologie qui étaient davantage assurés par des puissances extérieures, évidemment les États-Unis, l'Europe, le Japon, mais aussi d'autres pays de la région comme la Corée du Sud, et une Chine qui ambitionnait de plus en plus d'être en capacité de produire elle-même des technologies de pointe. Et puis la deuxième dimension de cette stratégie de double circulation, c'était aussi de renforcer la dépendance des pays extérieurs à cette production chinoise. Donc, d'avoir une politique d'exportation de plus en plus offensive, ce qu'elle a fait tout au long de la décennie 2010. Et aujourd'hui, je dirais un objectif d'autosuffisance qui est compliqué par une économie chinoise qui connaît un ralentissement de sa croissance, avec en 2022 une croissance qui a atteint difficilement 2,8 points, et donc une difficulté plus importante à pouvoir disposer de ce moteur de la consommation interne chinoise. Une fois qu'on a un petit peu cette grande évolution de la Chine en tête, ça correspond aussi à une évolution de la stratégie américaine en deux phases, avec d'une part la politique mise en place par Donald Trump au tournant de 2018, avec la déclaration, l'engagement dans une guerre tarifaire qui visait à réduire le déficit commercial américain, un déficit structurel, et qui s'est concentré sur des initiatives unilatérales agressives en imposant des tarifs très importants sur une partie des importations chinoises aux États-Unis, et une guerre tarifaire qui s'est transformée avec depuis le début de l'administration Biden en rivalité technologique, en se concentrant sur une stratégie de découplage pour freiner l'avancée technologique de la Chine en réduisant l'accès de la Chine aux technologies américaines et aux technologies de pointe, à la capacité d'innovation américaine, et qui a pris une tournure particulière, notamment à l'automne dernier, avec cette décision américaine pas simplement de réduire, mais d'interdire l'accès de la Chine aux semi-conducteurs américains, pas simplement aux exportations, mais au savoir-faire, et une stratégie qui commence par s'appliquer à ce savoir-faire américain, mais qui aujourd'hui impose plus de pression à nos partenaires alliés pour que cet accès aux capacités d'innovation en matière de semi-conducteurs puisse avoir le plus d'effets le plus rapidement possible. Cette stratégie de découplage, que vous qualifiez de découplage, Elvire Fabry, elle se manifeste essentiellement par cet embargo sur les semi-conducteurs? Pour le moment, elle est concentrée sur le secteur technologique, avec évidemment des incidences en matière financière. Et ce que l'on voit du côté américain, c'est tout un arsenal de décisions qui petit à petit vise à j'ai envie de dire, débrancher d'une certaine façon l'économie chinoise de cette capacité d'innovation technologique. Et elle a eu des déclinaisons très concrètes aussi en matière de ressources humaines, puisque elle a conduit à supprimer des visas pour des chercheurs chinois qui étaient de longue date déjà dans des équipes de recherche des universités américaines ou qui travaillaient pour des sociétés américaines, à augmenter le nombre d'entreprises chinoises sur la Entity List, qui est une liste sur laquelle sont mentionnées les entreprises pour lesquelles on n'octroie pas de licence d'exportation par l'administration américaine.
la volonté de nettoyer les infrastructures d'information et de communication américaines de l'utilisation de technologies chinoises. Il y a toute une série de mesures qui viennent s'accumuler les unes sur les autres pour progressivement, et même de manière plus rapide, enfin de plus en plus rapide, signifier aux entreprises américaines qu'elles doivent limiter, d'abord veiller, si je puis dire, au transfert de technologies et limiter d'une part l'exposition des infrastructures américaines à des utilisations de technologies chinoises qui pourraient vulnérabiliser l'économie américaine et par ailleurs ne pas contribuer à renforcer cette transmission de savoir-faire auprès de la Chine. Et alors je dirais que ça a une incidence, juste pour évoquer rapidement le troisième volet qui concerne l'Union européenne, c'est que dans ce contexte de découplage qui s'accélère aujourd'hui, à cause notamment de la guerre en Ukraine, la Chine a encore plus besoin de son partenaire européen, qui est d'abord son premier marché, son premier partenaire économique. Et alors que les relations deviennent plus compliquées avec les États-Unis, cet accès au marché chinois et cette coopération est encore plus décisive. Et alors que les Européens sont eux-mêmes passés d'une phase où on a une première étape importante dans l'évolution de la stratégie européenne vis-à-vis de la Chine, qui est le strategic outlook qui avait été mis sur la table par la Commission européenne en 2019 et dont on se souvient qu'il avait été, il avait lancé, si je puis dire, le triptyque d'une Chine que l'on considérait non seulement comme un partenaire économique, comme un concurrent, mais également comme un rival systémique, et qui a d'une certaine façon mis en place tout un agenda de concurrence équitable, d'objectifs de concurrence équitable pour d'abord essayer de rétablir les termes des échanges commerciaux entre l'Union européenne et la Chine, alors que le système du capitalisme d'État chinois construit sur des entreprises d'État qui bénéficient de subventions illimitées conduisait à des distorsions de concurrence qui exposaient à la fois les entreprises européennes à ces distorsions de concurrence à la fois au sein du marché unique, dans l'accès au marché chinois, et puis lorsqu'elles se retrouvent en concurrence sur des marchés tiers, dans des pays tiers. Ce qui veut dire que l'Union européenne a fait évoluer d'abord sa relation avec la Chine sur la base de cet agenda de level playing field, de concurrence équitable, en se dotant de toute une série d'instruments qui lui permettaient de manière unilatérale de tenter de rétablir des termes de coopération plus équitables, alors qu'à l'OMC, on avait plus de difficultés à faire avancer des négociations pour essayer d'établir des règles communes de concurrence plus équitables, et que l'on est passé dans un deuxième temps, à l'occasion de cette accélération du découplage entre États-Unis et Chine, mais dont il faudra évidemment commenter la réalité dans les faits aujourd'hui, à une phase où l'Union européenne doit elle-même entreprendre de davantage réduire les risques de son interdépendance forte avec la Chine, réduction des risques qui est devenue aujourd'hui un objectif majeur depuis la pandémie et toutes les ruptures d'approvisionnement que l'on a connues, et qui est aujourd'hui devenu un objectif qui a été, porté haut par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à Davos, en précisant que pour les Européens, il ne s'agissait pas de découpler de la Chine, mais il s'agissait de réduire ce risque. Alors le terme aujourd'hui, visiblement, qui commence à s'installer en français, c'est le dérisquage. C'est pas un terme très heureux. Je pense que la limitation des risques, c'est déjà mieux. Mais ça veut dire une donne très très nouvelle pour les Européens, alors que on a des États membres qui ont
un engagement auprès de l'économie chinoise qui est très variable. Jean-François Dufour, justement pour compléter le propos d'Elvire Fabry, comment est-ce que vous avez vu, vous qui travaillez, notamment avec des entreprises qui s'installent, qui veulent s'installer en Chine, comment est-ce que vous avez vu ce tournant, cette stratégie d'autosuffisance se mettre en place côté chinois, notamment en réaction avec les relations de plus en plus tendues avec les Américains. Comment est-ce que vous avez senti ce tournant côté chinois et comment est-ce que vous avez vu les entreprises européennes s'adapter ? Alors, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que c'est un tournant et en même temps, ça n'en est pas un. C'est-à-dire que je dirais plutôt que les choses sont devenues plus visibles. Pour revenir sur le thème vraiment que nous abordons aujourd'hui, je pense qu'une chose qu'il est important d'avoir à l'esprit, c'est qu'avec la Chine, vous avez affaire au pays de la stratégie économique par définition. C'est-à-dire que le modèle chinois, ça s'appelle l'économie de marché socialiste. Alors pendant longtemps, en Occident, on s'est convaincu que c'était un tour de passe-passe pour faire accepter à la population chinoise le passage à une économie de marché. La réalité qu'on a fini par comprendre au bout de presque 30 ans, c'est que c'est effectivement un autre modèle. Et c'est un modèle dans lequel les autorités chinoises ont abandonné le système traditionnel de la planification d'action. Elles ne disent plus aux entreprises ce qu'elles doivent faire. Elles laissent l'initiative aux entreprises. Elles leur laissent, si vous voulez, la partie tactique. Mais par contre, on a une planification d'objectifs. Et donc, on est par définition dans le domaine de la stratégie. Ça impacte toutes les entreprises chinoises, qu'elles soient publiques ou privées. Elles sont toutes dans un cadre qui est un cadre stratégiquement défini. Et donc, c'est quelque chose qui a toujours existé, enfin, depuis que la Chine a décidé de se moderniser économiquement. Par contre, pour revenir sur ce qu'évoquait Elvire, effectivement, il y a eu un tournant important, c'est que les choses sont devenues plus visibles depuis 2015 avec ce fameux plan Made in China 2025, qui en fait a eu un effet paradoxal, parce qu'il a attiré l'attention notamment des Américains sur les intentions de la Chine. C'était une des premières fois qu'elle se dévoilait autant. Et dans le même temps, en fait, ce plan a conforté le diagnostic des autorités chinoises et a renforcé leur volonté de déployer une stratégie. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le plan Made in China 2025, il est écrit noir sur blanc au début que l'un des problèmes de l'industrie chinoise, c'est qu'elle est très développée, mais que pourtant elle est faible, parce qu'elle est vulnérable à sa dépendance aux technologies étrangères. Et donc l'objectif, comme l'évoquait Elvire, c'est effectivement une autonomisation technologique. C'est un objectif que les autorités chinoises considèrent comme pratiquement vital, avec un objectif qui est en fait pas 2025, mais 2049, mais bon, ça se met en place progressivement. C'est le propre de la stratégie. Et du coup, ce qui s'est passé depuis, en fait, c'est-à-dire notamment la réaction américaine, a totalement validé le diagnostic des autorités chinoises. Et donc, loin de les dissuader, ça n'a fait que les renforcer dans l'idée qu'il fallait absolument qu'il y ait le développement de cette politique d'autonomisation technologique. Et sur le terrain, c'est très visible. Je ne vais pas vous dire que c'est tous les jours, mais toutes les semaines, oui, les initiatives pour essayer de développer des innovations ou des adaptations de produits dans tous les domaines industriels, depuis les nouveaux matériaux jusqu'à l'énergie, en passant par tous les secteurs porteurs. Ce sont des choses aujourd'hui qui sont montées en puissance en Chine depuis effectivement à peu près 2018-2019 et la volonté claire des Américains de passer à l'offensive, et avec un secteur qui a été évoqué, qui est au cœur de tout ça, qui est celui des semi-conducteurs. Tout simplement. Justement, Jean-François Dufour, est-ce qu'avec cet embargo sur les semi-conducteurs et le fait que les Chinois n'aient plus accès aux puces les plus en pointe technologiquement, est-ce que ça n'a pas mis un coup d'arrêt à leur stratégie ? Alors non, ça a mis un coup d'arrêt à leur développement. On a des indications très claires. Par exemple, il y a quelques jours, la presse chinoise a révélé que Huawei, qui a été en première ligne de cet affrontement… Vous pouvez revenir en 2 mots d'ailleurs sur ce qui s'est passé avec Huawei ? Oui, alors Huawei, si vous voulez, a été l'entreprise la plus ciblée par les rétorsions américaines. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui au début a été privée de semi-conducteurs américains.
puis dans un deuxième temps de semi-conducteurs intégrant des technologies américaines, même s'ils n'étaient pas faits par des Américains. Et finalement, là où l'administration américaine a vraiment identifié la grosse faiblesse chinoise, c'est qu'en fait, aujourd'hui, Huawei est privé d'achats de semi-conducteurs qui sont fabriqués en utilisant des technologies américaines. C'est-à-dire que le problème, c'est ce qu'on appelle les fondeurs de semi-conducteurs. L'administration américaine a identifié que la grosse faiblesse de la Chine, c'est qu'elle est capable de concevoir des semi-conducteurs. Ça, elle a réagi très rapidement. Par contre, elle n'a pas la capacité à les produire, puisque ça, c'est quelque chose de très concentré, et c'est une chaîne industrielle qu'elle ne maîtrise pas aujourd'hui. Et donc, Huawei a révélé il y a quelques jours avoir dû remplacer, au cours des 3 dernières années, plus de 13 000 composants dans son catalogue, en trouvant des producteurs locaux, donc sur des produits qui ne sont pas forcément au même niveau technologique. Mais donc, si vous voulez, à la fois, il y a eu un coup d'arrêt. Huawei même a reconnu, il y a quelques jours, qu'ils avaient eu du mal à restabiliser les choses. Par contre, encore une fois, sur le plan des autorités chinoises, loin de dissuader l'idée d'une stratégie, au contraire, ça n'a fait que la renforcer. C'est-à-dire que les Chinois étaient partis dans l'idée qu'ils avaient une vulnérabilité. Aujourd'hui, ils le constatent effectivement, puisqu'ils y sont confrontés. Donc la dimension stratégique, elle est pas du tout dissuadée par ce qui s'est passé, elle n'est que renforcée au contraire. Alors, Sébastien Jean, on a beaucoup parlé là donc de comment cette, alors je ne vais pas dire de guerre, mais en tout cas de tension très vive entre les États-Unis et la Chine changer, enfin en tout cas renforcer la stratégie d'autosuffisance de la Chine. Donc depuis 2015, nous a rappelé Elvire Fabry, et non pas seulement depuis 2018. On voit qu'aujourd'hui, Xi Jinping est à Moscou, reçu par Vladimir Poutine. On peut se poser la question de savoir si la Chine est aujourd'hui le meilleur allié de Moscou, et en quoi cette guerre en Ukraine, qui se poursuit depuis maintenant plus d'1 an, peut renforcer ou pas, ou en tout cas peut changer la donne côté chinois. Oui, bonjour à tous. C'est pas une alliance entre la Chine et la Russie, c'est un partenariat. Il n'y a notamment pas de garantie de sécurité mutuelle, mais c'est évidemment un partenariat qui devient plus important et en même temps plus asymétrique avec la guerre. Parce que cette guerre, au fond, quel que soit le dénouement à venir, qui est très difficile à prédire aujourd'hui, on voit d'ores et déjà qu'elle a considérablement affaibli la Russie, et en particulier, elle l'a rendue plus dépendante de la Chine. Alors, une dimension qui est manifeste dans cette dépendance, c'est le commerce international, parce que les sanctions mises en place par les pays du G7, notamment, et un certain nombre de pays associés, ont été très lourdes contre la Russie, avec notamment une dimension importante pour différents pans, en tout cas les pans les plus évolués de l'industrie russe, qui sont les restrictions, les interdictions d'exportation de produits technologiques sensibles. Et donc ça a été beaucoup commenté dans les médias. Ça a paralysé d'ailleurs dans un premier temps la production d'automobiles, mais aussi de la plupart des industries d'armement sophistiquées en Russie, notamment par manque de semi-conducteurs, un certain nombre de composants électroniques sophistiquées. Ce qu'on voit clairement dans les statistiques de commerce, si vous voulez, c'est qu'à la suite de ces mesures, eh bien, le commerce, évidemment, par rapport aux pays sanctionnaires, s'est effondré pour la Russie. Il s'est effondré vis-à-vis de la plupart des pays. Et en fait, il y a quand même 2 pays qui ont joué un rôle essentiel de contournement, parce qu'on le voit dans le fait que leurs exportations vers la Russie ont considérablement augmenté. C'est la Turquie et surtout la Chine. C'est-à-dire, en termes de masse, de volume, c'est avant tout la Chine. Donc, ça explique cette asymétrie. Maintenant, je crois qu'il ne faut pas se méprendre. La Russie est une vraie puissance politique. Elle est aussi et de défense, et on voit, disons, le défi sécuritaire qu'elle représente. Mais à l'échelle de l'économie mondiale, la puissance de la Russie n'a rien à voir avec celle de la Chine. Il faut quand même rappeler qu'en termes économiques, il y a un rapport de 1 à 10 entre les 2 économies. Alors je dirais, c'est une métrique un peu insuffisante, dans le sens où la Russie est très puissante dans des secteurs qui sont stratégiquement très importants, c'est-à-dire l'énergie, le blé, le spatial, l'armement. Donc, c'est pas neutre, si vous voulez. Donc, en termes d'analyse stratégique, d'analyse de puissance, ça va être un peu différent. Mais il faut quand même pas, disons, se laisser tromper par l'asymétrie extrêmement forte entre les 2 pays.
Ça nous amène à notre prochain point qui était de faire un petit panorama de la santé économique de la Chine à la sortie du Covid. On a vu que la Chine est restée confinée extrêmement longtemps. Même les leaders chinois n'ont commencé à ressortir de leur pays qu'en début d'année, en tout début d'année, avec le forum économique de Davos, même si Xi Jinping était quand même allé au G20 l'année dernière. Dans quelle situation, Sébastien Jean, se trouve aujourd'hui la Chine ? Je pense qu'il faut disons, combiner différents champs de vision pour répondre à votre question. Il y a un premier champ qui est relativement conjoncturel. Qu'est-ce qui se passe exactement en ce moment ? D'ailleurs, Jean-François sera sans doute plus précis que moi là-dessus, mais la situation présente, elle est caractérisée par la sortie de la stratégie zéro Covid dans l'immédiat. On a vu à quel point cette stratégie avait été très lourde. Alors très lourde, il faut le dire, hein, politiquement, socialement en Chine avant tout, parce que les répercussions sur la vie quotidienne des gens en Chine étaient vraiment terribles. Mais économiquement, ça a été extrêmement lourd aussi. Ça s'est traduit par exemple par une baisse dans l'absolu de la consommation des ménages l'an dernier par rapport à l'année précédente. Hein. Donc, ce qui n'arrive jamais. Ce qui n'arrive évidemment pas dans une... Absolument. Dans une économie qui a quand même une dynamique de croissance assez forte, et je vais y revenir parce que justement, cette dynamique, il faut la commenter aussi. Donc, le fait si vous voulez, de soulever ce couvercle, évidemment, ça redonne un peu d'élan. Alors, ça met un peu de temps à se mettre en marche, d'une part. On voit aussi, d'après les premières données disponibles, que c'est pas non plus une explosion de la consommation, c'est-à-dire que certains attendaient peut-être que ce soit un rebond extrêmement dynamique. Il y a un rebond, il n'est pas forcément si dynamique que ça. Deuxième élément de conjoncture relativement proche aussi, la Chine est dans un cycle où elle essaie de gérer une crise immobilière profonde qui s'est traduite par une baisse d'à peu près un quart des transactions immobilières l'an dernier. Et ça, évidemment, c'est aussi un élément très fort qui caractérise la conjoncture chinoise aujourd'hui. Maintenant, le deuxième plan, et je pense d'analyse qui est nécessaire, c'est de prendre un peu de recul et de regarder à quel comment se situe plus structurellement l'économie chinoise. Aujourd'hui, l'économie chinoise est dans une évolution de croissance nécessaire, essentiellement parce que depuis la crise économique et depuis la crise financière de 2007-2009, les politiques chinoises ont été très volontaristes pour maintenir, pour insuffler un niveau de croissance jugé suffisant par les politiques. Et ça s'est fait par une injection continue de crédit dans l'économie d'une façon très soutenue. Le résumé de ça, si vous voulez, c'est que on avait à peu près un endettement global de l'économie chinoise qui, en 2008, était de l'ordre de 130% du PIB. Aujourd'hui, c'est à peu près 270-275%. Il a doublé en 15 ans. Et donc, énorme injection de crédit au fur et à mesure dans cette économie. Donc, on peut dire qu'elle a été mise sous stéroïdes depuis 15 ans, si vous voulez, d'une façon qui n'est pas soutenable. Comment ça s'est traduit en pratique ? Et quand on envoie du crédit comme ça dans l'économie de façon très forte et au fond très surdimensionnée, ça crée des bulles d'une façon ou d'une autre. Et donc là, essentiellement, c'est aller nourrir deux développements qui étaient excessifs et extravertis. L'un dans les investissements en infrastructure. Alors vous allez me dire, investir dans les infrastructures, c'est bien. Le problème, c'est qu'il y a un moment où quand on a, toutes les infrastructures nécessaires, plus on en construit, moins elles sont utiles. Et donc, on a vraiment l'impression qu'on est aujourd'hui dans un cycle où on investit dans les infrastructures. En tout cas, les décisions du gouvernement sont plus guidées par leur cible de croissance que par la nécessité des infrastructures qu'elles mettent en place. Et ça, c'est dangereux parce que ça suggère que probablement un certain nombre de ces infrastructures, en fait, si vous voulez, au niveau de l'économie dans son ensemble, ne sont pas du tout rentables. Le deuxième élément la deuxième bulle que ça nourrit, c'est la bulle immobilière. Et ça ramène à ce que je disais tout à l'heure, à la question qui se pose aujourd'hui. Comment on fait pour ralentir la machine, sachant que ces marchés, on l'a connu, c'est pas l'apanage de la Chine pour le coup, hein, on l'a évidemment connu dans nos pays occidentaux aussi. Il y a une dynamique qui se nourrit d'elle-même et elle est très difficile à arrêter sans qu'il y ait un effondrement. Donc voilà, juste ce que je veux dire par là, c'est que si on prend un peu de recul, on voit qu'aujourd'hui, il y a un tournant structurel. L'économie chinoise fait face à un tournant structurel au défi de rééquilibrer sa croissance. Rééquilibrer, ça voudrait dire, d'une part, gérer les excès passés,
Et d'autre part, essayer de rééquilibrer le partage de la valeur au sein de l'économie chinoise pour qu'il y ait une consommation des ménages qui prennent le relais et qu'il y ait une croissance qui soit plus fondée sur des progrès de productivité, un mode de croissance durable. Et donc, cette croissance, très probablement, elle ne pourra être que nettement plus lente et aussi équilibrée de façon différente, ce qui est un problème plus politique qu'économique d'ailleurs. Jean-François Dufour, petite question curieuse. Est-ce que vous êtes retourné en Chine depuis la réouverture des frontières, ou si vous n'avez pas eu l'occasion, est-ce que vous avez constaté sur place, à travers vos échanges, ce dont parle Sébastien Jean à l'instant, une consommation des ménages qui ne reprend pas ces 800 millions de consommateurs à venir, qui consomment moins, en tout cas, cette baisse de la consommation, cette bulle immobilière qui a été petit peu, enfin, en tout cas, le pouvoir politique a fait en sorte justement qu'il n'y ait pas de bulle immobilière, mais on voit que c'est extrêmement compliqué. Est-ce que vous voyez cette économie chinoise qui a du mal à reprendre, qui a été sous stéroïdes, j'ai bien aimé l'expression de Sébastien Jean, pendant des années, et qui aujourd'hui doit trouver un équilibre, un nouvel équilibre? Alors, pour répondre à votre première question, non, je ne suis pas retourné depuis la réouverture. Par contre, effectivement, ça n'empêche pas de constater ce qui se passe. Et je pense que ce qui est important, pour rebondir sur ce qu'évoquait Sébastien, c'est qu'en fait, la Chine a un problème, c'est qu'elle n'arrive pas à sortir de son modèle de développement économique qui a soutenu son développement depuis 30 ans. C'est-à-dire que les 800 millions de consommateurs que vous évoquiez tout à l'heure, en fait, c'est une illusion. C'est une illusion pour une raison très simple. Par-delà le Covid, c'est une question de système social. Les retraites font beaucoup parler d'elles en France en ce moment. En Chine, on est sur une autre dimension de problème. Il en va de même pour le système de santé, ce qui fait que pour une bonne part de la population, la priorité, c'est une épargne de sécurité. Donc, vous avez effectivement une hyperconsommation extrêmement frappante avec des véhicules de luxe, etc., sur une infime partie de la population à l'échelle chinoise. Mais le basculement sur un modèle porté par la consommation, ça reste aujourd'hui une illusion. C'est ce qu'aimeraient obtenir les autorités chinoises, mais elles sont, si vous voulez, dans un système qui ne le permet pas. Parce que je reviens sur l'idée de l'économie de marché socialiste. En fait, pour coïncider avec ce qu'évoquait Sébastien, le propre de ce modèle chinois, c'est qu'en fait, c'est une espèce d'économie de surendettement permanent. Pour une raison très simple, c'est qu'elle veut s'affranchir des contraintes du court terme. C'est une de ses grandes forces. Les entreprises chinoises ne sont pas soumises aux contraintes du court terme qui pèsent lourdement sur les entreprises occidentales. Par contre, ça a un coût. Et en fait, depuis à peu près 25 ans, depuis en fait la crise asiatique de 1998, les autorités chinoises sont dans une gestion permanente de l'urgence financière. 98-99, ça a été le premier épisode. La Chine a inventé un outil formidable qui s'appelle les AMC, les Asset Management Corporations. Ce sont des sociétés de gestion des crédits douteux qui permettent de nettoyer le bilan des banques et de le reconvertir autrement dans l'économie. Et ça fonctionne comme ça depuis 25 ans. Alors effectivement, comme ça a été évoqué, ce n'est pas tenable à terme, mais jusqu'à maintenant, c'est gérable. Et les autorités chinoises jouent sans cesse là-dessus. En essayant, elles aimeraient passer à ce modèle basé sur la consommation, mais jusqu'à aujourd'hui, clairement, ils n'y arrivent pas. Je pense qu'on a dressé un panorama assez complet de la nouvelle donne, à la fois géopolitique et économique. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, au cœur de notre sujet, comment renforcer la stratégie économique de l'Europe vis-à-vis de la Chine. Elvire Fabry, peut-être pour entamer cette partie qui est le cœur de notre discussion, est-ce que vous pouvez revenir avec nous de façon à la fois succincte et détaillée, donc ça va être un petit peu compliqué, sur quel est l'arsenal qu'a mis en place ces dernières années, à marche forcée, parfois, souvent, l'Europe, notamment pour protéger ses produits, ses investissements et ses technologies. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, le fait que l'Union européenne maintienne ses objectifs de négociation au niveau multilatéral
en essayant de ramener à la table des négociations la Chine, les États-Unis pour se mettre d'accord sur des règles de concurrence équitables. C'est un peu essoufflé ces dernières années, alors que les États-Unis montraient de moins en moins de volonté d'engagement dans à la fois une réforme de l'OMC, la nomination de juges à l'organe d'appel du mécanisme de règlement des différends, qui est le muscle à l'OMC, enfin, le muscle de l'OMC qui permet de résoudre les disputes entre les membres de l'OMC. Tout cela a conduit l'Union européenne à se doter d'instruments qui lui permettaient, de manière unilatérale, de défendre les intérêts des entreprises européennes au sein du marché intérieur, déjà. Et ça a commencé notamment par la préoccupation qu'on avait sur la montée très forte des investissements chinois au milieu de la décennie 2010, avec un pic d'investissement qui est arrivé en 2016. Et finalement, ce que l'on voyait se dessiner comme étant une politique un peu prédatrice de rachat d'entreprises, beaucoup plus que de création d'entreprises chinoises au sein du marché unique, sachant qu'on partait de niveaux très bas de stock d'investissement chinois, mais finalement qui se sont accélérés de telle façon que déjà dès 2017, on arrivait au même volume de stock d'investissement chinois dans l'Union européenne que le volume d'investissement européen en Chine. Donc la première préoccupation, elle s'est d'abord portée sur le renforcement du contrôle des investissements étrangers au sein du marché unique. Donc ce n'est pas une approche discriminatoire. Évidemment, il y avait la préoccupation des investissements chinois, mais ce qui a été mis en place a été un instrument qui permettait de s'intéresser aux cibles qui pouvaient être visées par des investissements, sachant que l'on a besoin d'investissements. Ça fait partie de l'attractivité d'un marché, mais qu'il s'agit de s'assurer que ça ne touche pas des segments du tissu économique des États membres et dans son ensemble du marché unique qui pouvaient vulnérabiliser ce marché unique. Et on se souvient de la préoccupation qu'on avait notamment sur les investissements chinois dans les ports européens, au-delà du rachat du port du Pirée en 2016. C'est toute une série de ports dans lesquels la Chine a investi en rachetant notamment des terminaux. Mais déjà début 2019, la Chine avait investi dans plus de 14 ports européens. Elle avait déjà des positions majoritaires dans 6 des plus grands de ces ports européens. Est-ce que c'était pas trop tard, du coup, Elvire Fabry, une fois que la Chine avait investi déjà dans pas mal de ports, est-ce que c'était pas trop tard de mettre en place non, parce que ça a permis. En fait, on avait un certain nombre d'États membres qui avaient des mécanismes de contrôle des investissements étrangers, mais tous les États membres n'en avaient pas, et ça a permis de mettre en place un mécanisme de coordination. D'abord, inciter tous les États membres à s'équiper de tels mécanismes, et puis de coordination pour avoir une vue d'ensemble sur ces investissements à l'échelle du marché unique. En tout cas, déjà freiner. Évidemment, la question n'est pas de savoir comment revenir sur le passé, la lecture que l'on peut avoir, mais déjà reprendre le contrôle sur cette capacité de screening des investissements étrangers. Mais ça, c'est un premier investissement. Et donc en faisant une revue de détail des domaines dans lesquels la Chine ne peut pas investir, ou en tout cas sur lesquels les États membres doivent rester vigilants. En établissant des critères, en établissant des plafonds, en établissant des process pour qu'il y ait aussi une rapidité d'analyse, sans que ça pénalise le tissu économique, mais que permettre encore une fois, d'harmoniser un petit peu ce contrôle au niveau européen. Et ça, si je puis dire, c'est un instrument. L'Union européenne s'est dotée de tout un arsenal d'instruments en s'intéressant aussi à la source des investissements pour contrôler pour s'assurer que ces investissements n'étaient pas gonflés de subventions illimitées et qui créaient donc ces distorsions de concurrence. Donc il y a un deuxième instrument qui a été adopté au niveau européen sur le contrôle des subventions étrangères. Il y a également un instrument qui a été adopté pour établir plus de réciprocité dans l'accès au marché public, puisqu'on sait que c'est une préoccupation très forte de savoir qu'on a des marchés publics qui restent très ouverts au niveau européen et que l'on veut maintenir ouverts, mais avoir la capacité d'exercer une pression sur des partenaires étrangers
pour pouvoir exiger qu'il y ait une réciprocité, sans quoi il y a un malus imposé sur les entreprises qui sont originaires de ces pays lorsqu'elles répondent à des appels d'offres sur le marché européen. Alors évidemment, c'est plus facile d'utiliser cet instrument quand on a des partenaires qui sont des économies moyennes. C'est beaucoup plus compliqué lorsqu'il s'agit de la Chine. Mais c'est un signal déjà qui est envoyé. Et cet instrument a été adopté récemment au printemps dernier pendant la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Maintenant, je dirais que ça fait partie de la panoplie d'instruments qu'il va falloir actionner. Et toute la question, ça va être de savoir comment les États membres vont appuyer, vont apporter un soutien aussi à la Commission européenne pour mettre en application ces instruments, tout en sachant que le plus important, c'est celui qui n'est pas encore conclu, c'est celui qui concerne l'anti-coercition. À un moment où l'on voit qu'il y a un risque d'être exposé à de plus en plus de mesures coercitives, pas simplement venant de la Chine, pouvant venir également des États-Unis ou d'autres pays dans le monde. Cet instrument, c'est un instrument de dissuasion qui doit permettre d'évaluer quel est le risque de coercition auquel peut être soumis un État membre de l'Union européenne ou les institutions européennes et de pouvoir mettre en application toute une série de mesures qui doivent être suffisamment importantes et dissuasives pour pouvoir empêcher, si je puis dire, la tentation de coercition sur les Européens. Et là, il y a encore beaucoup de débats entre la Commission européenne et le Conseil européen, avec le risque que l'on fasse un élagage de cet instrument à un moment où il faudrait au contraire qu'il soit très offensif, alors que les États membres veulent pouvoir garder plus de contrôle sur l'application de ces décisions, là où la Commission européenne avait proposé que ce soit finalement elle qui soit un peu le pilote, l'acteur clé pour activer cet instrument. Et on voit que c'est tout un arsenal d'instruments qui aujourd'hui permettent aux Européens d'être quand même plus équipés pour rétablir des termes de concurrence plus équitables. Donc plus équipés et également, Sébastien Jean, on voit les États membres, une Union européenne, une Commission européenne également à l'offensive pour créer des chaînes de valeur à l'intérieur même de l'UE sur des domaines stratégiques. On parle évidemment beaucoup d'hydrogène, de batteries. Est-ce que là aussi, les relations avec la Chine n'ont pas obligé l'Union européenne à marche forcée, à investir, à se mettre d'accord sur quelles étaient les priorités industrielles, technologiques dans les années à venir? Oui, je crois que toute cette discussion, elle est révélatrice d'un changement d'époque aussi largement, d'un changement marqué par un retour des politiques de puissance et de l'insuffisance croissante des règles multilatérales, notamment pour complètement discipliner, organiser les échanges économiques internationaux. Donc, de plus en plus, les règles sont débordées et des préoccupations, des stratégies de puissance viennent guider les fonctionnements des économies. Et évidemment, pour l'Union européenne, c'est un défi structurel, je dirais, au fond, parce que la construction européenne s'est faite précisément pour absorber, diluer les confrontations, les politiques de puissance en Europe, et les organiser, les insérer dans un cadre de règles et suite évidemment au traumatisme de la Seconde Guerre mondiale. Donc je dirais structurellement, c'est difficile pour l'Europe de se mouvoir dans ce monde qui est en train d'apparaître, de tirer son épingle du jeu. Et donc, cette résurgence des politiques de puissance, c'est à la fois
difficile à gérer parce que c'est au fond contraire aux valeurs sur lesquelles la construction européenne s'est construite, mais c'est aussi difficile à gérer en termes d'intérêt. Et principalement parce que la construction européenne l'Union européenne n'est pas un État. C'est un ensemble d'États et le premier défi que ça présente pour l'Union européenne, c'est l'unité. On le voit aussi bien sur les instruments de défense, les instruments commerciaux qu'Elvire vient de dépeindre, que pour les choix de politique industrielle sur lesquels vous m'interrogez. Dans les deux cas, le défi devant lequel on est aujourd'hui, c'est un défi de mise en œuvre. C'est pas simplement de penser une stratégie, c'est de savoir comment on la met en œuvre. Et là, on bute sur la difficulté sur le défi de l'unité, essentiellement parce que les approches des pays et très souvent leurs intérêts divergent. Un premier exemple, c'est l'utilisation des instruments de défense commerciale dans le contexte présent. Dans les derniers mois, si je reprends par exemple les derniers chiffres que j'ai en tête sont ceux de novembre 2022, l'Europe a importé en provenance de Chine des véhicules électriques à hauteur de 3,2 milliards de dollars. C'est-à-dire plus que la valeur, si vous voulez, un peu structurelle de longue période de nos exportations de véhicules, pour le coup des véhicules de moteur à combustion interne, vers la Chine. Donc c'est un basculement, c'est 2,6 fois plus qu'un an avant. Et ça pose question, évidemment, parce que ces véhicules électriques en Chine, ils sont lourdement subventionnés et depuis longtemps. Si vous voulez, sur la décennie dernière, on estime que les subventions en Chine, elles ont constitué dans ce secteur à peu près un tiers de la valeur des ventes. Alors, on pourrait se dire, on a les instruments. Il y a notamment un instrument qui s'appelle les mesures compensatoires. On les appelle parfois droits anti-subvention. Pourquoi on ne les utilise pas ? La réponse, elle est essentiellement une réponse d'économie politique. C'est que, en plusieurs temps. D'abord, une bonne partie de ces automobiles construites en Chine qu'on importe, elles ont une marque européenne sur le capot. Européenne ou américaine si c'est Tesla. Mais c'est Tesla, mais ça peut être aussi BMW ou Dacia, par exemple, pour ne citer que les plus courants. Et demain, ça sera Volkswagen. Première chose. Deuxièmement, il y a aussi des intérêts comme par exemple le Louer Six qui a passé un contrat pour l'achat de 100 000 véhicules automobiles. Alors là, c'est pas les véhicules qui passent aujourd'hui, c'est ceux qui passeront demain, mais il y a aussi là un intérêt bien compris à ne pas utiliser cet instrument. Ensuite, plus important peut-être, il y a surtout le fait que beaucoup de grandes entreprises européennes, et notamment en l'occurrence des constructeurs automobiles allemands, sont tétanisés à l'idée des possibles représailles de la Chine contre leurs intérêts. Et donc, si vous voulez, ça induit une position très différente des gouvernements parce que certains vont d'abord voir le dommage potentiel aujourd'hui sur l'appareil industriel et sur la montée en régime de notre secteur, de notre filière véhicules électriques en Europe, mais d'autres vont surtout voir la menace sur leurs intérêts industriels constitués. Ça se double d'une approche culturellement différente aussi. C'est-à-dire qu'on va être assez prompt en France à dire il faut absolument utiliser les instruments de défense commerciale. En Europe du Nord, on a tendance à considérer que tous ces instruments sont des instruments protectionnistes et qu'il ne faut pas y recourir parce qu'in fine, c'est toujours mauvais. Donc, c'est un élément supplémentaire de difficulté. J'ajoute qu'il y a aussi, il ne faut pas se le cacher, des difficultés qu'on a tous en commun, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas les capacités pour construire tous les véhicules électriques qu'on voudrait voir consommer et acheter en Europe. Donc, si on taxe les importations en provenance de Chine, on va augmenter le prix des véhicules électriques en Europe et donc on va ralentir la transition écologique. Donc, ça ne simplifie rien, je vous l'accorde. Mais ce que je veux dire par là, au travers de cet exemple, parce que je pense qu'il est assez illustratif, c'est que le premier défi pour l'Europe, c'est l'unité. Et donc, j'en viens vraiment à votre question sur les politiques industrielles. C'est le même défi, je pense, et le premier qui se pose à nous. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui qu'on est dans une situation où il y a une politique industrielle, au fond, qui est consubstantielle à l'organisation de l'économie chinoise. Elle est souvent très difficile à définir parce qu'elle prend beaucoup de formes différentes, elle est extrêmement diffuse, c'est une coordination de l'économie chinoise qui est très profonde. On a les États-Unis qui essaient de se mettre en ordre de bataille et on le voit au travers notamment de la dernière loi sur l'Inflation Reduction Act qui essaie de mettre en œuvre une politique industrielle ambitieuse et donc ça pose la question de savoir quelle est la réponse de l'Union européenne. Mais là, les intérêts
et les stratégies sont divergentes. Parce que ce qu'on a vu au cours des mois récents, c'est que, par exemple, un certain nombre de disons, un premier point, c'est de se dire il faut qu'il y ait une réponse de l'Union européenne, très bien, pas mal de gens s'accordent là-dessus, finalement assez bien, mais ensuite les difficultés commencent à apparaître quand on se demande comment on finance ça. Notamment parce que pour un certain nombre de pays du Nord, ça renvoie à la question de la politique budgétaire et à leur refus d'une augmentation de l'endettement commun parce que ils pensent que c'est un cadre qui macroéconomiquement est dangereux pour l'Europe parce que ça risque de les amener à ce qu'ils appellent une union de transfert en permanence, devoir financer l'Europe du Sud. Donc ils sont contre cet endettement commun. Donc, si il n'y a pas d'endettement commun, alors après, on peut dire une autre solution, c'est d'assouplir les règles et de laisser chaque État mettre en œuvre au niveau national une politique plus ambitieuse. Là, on est confronté à une deuxième difficulté, c'est que la concurrence au sein du marché unique est frontale, elle est extrêmement directe. Et tout le monde sait bien que s'il y a une course aux subventions demain au sein de l'Union européenne, ça va essentiellement profiter à l'Allemagne. Et les pays du Nord se disent, nous, on est trop petits pour pouvoir concurrencer. Et les pays du Sud, l'Italie par exemple, se disent, nous, on n'a pas les moyens parce que financièrement, on n'a pas du tout les mêmes marges de liberté. Donc, ça pose beaucoup de difficultés également. Elvire Fabry, pour compléter ce point, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Sébastien Jean, que finalement, les propres difficultés de l'Europe pour se renforcer vis-à-vis de la Chine viennent des différences d'appréciation. Est-ce qu'il faut un grand emprunt ou pas? Est-ce qu'il faut laisser la place aux subventions ou pas? Est-ce qu'il faut créer de grandes filières industrielles tout en continuant à importer des produits chinois? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, je dirais qu'il y a un pays en particulier qui pèse beaucoup dans la balance, qui est l'Allemagne, parce que la dépendance de l'économie allemande à l'économie chinoise est très importante, et qu'on a actuellement une industrie allemande qui est en grande difficulté, à la fois sous le coup de la hausse du coût de l'énergie depuis le début de la guerre en Ukraine. Et qui se retrouve aujourd'hui exposé par ailleurs à une plus grande difficulté de l'accès, enfin plus d'incertitude sur l'accès au marché chinois. Et c'est ce qui a expliqué notamment que on va pas dire précipitation, mais cette décision du chancelier allemand Scholz, lorsqu'il est parti à Pékin accompagné de plus grandes entreprises allemandes, de sécuriser finalement l'accès au marché chinois, avec une entreprise comme BASF, grand groupe chimique allemand, qui annonçait qu'il n'investirait plus dans l'Union européenne, au même moment où il investissait des milliards en Chine, avec d'une certaine façon un petit peu le besoin la préoccupation de se dire on sécurise ce que l'on peut sécuriser aujourd'hui, ce qui est vital encore aujourd'hui pour nos entreprises, en ne sachant pas très bien ce que l'on peut attendre dans les prochaines années. Alors, je dirais que maintenant, pour les Européens, ce qui est intéressant dans la réponse qu'ils ont formulée à l'Inflation Reduction Act, et je passe les commentaires que l'on pourrait faire sur les premières réactions initiales des Européens. D'une certaine façon, ça a été un peu une sonnette d'alarme pour les Européens, et avec un peu de recul, on aura peut-être le sentiment que ça a forcé aussi à accélérer un peu cette stratégie industrielle, comme le disait Sébastien, n'est pas naturelle, n'est pas dans le logiciel européen. Et actuellement, on était très axé sur une politique commerciale. On voit aujourd'hui qu'il va falloir fonctionner beaucoup plus sur deux jambes, politique industrielle, politique commerciale. Et ce qui est intéressant dans la réponse européenne, c'est que finalement, ça a été moins une réponse à l'Inflation Reduction Act qu'une tonalité plus positive, offensive, de se dire le développement de toutes ces technologies, en l'occurrence là les technologies vertes, le marché de la transition verte, c'est une opportunité parce que c'est un marché qui va exploser dans les années qui viennent, et notamment à très court terme, même sur une échéance, enfin d'ici 2030, parce qu'on a une accélération de toute cette industrie, notamment parce que la Chine avait déjà pris des positions
leaders dans toute une série de technologies. On pense évidemment au solaire, parce qu'ils sont quasiment dans une position de monopole, mais également dans l'éolien. Ça avait été évoqué tout à l'heure pour le véhicule électrique, et ça s'accélère entre 2021 et 2022. Enfin, lorsque l'on regarde les chiffres. Mais maintenant que les États-Unis investissent très fortement dans cette industrie, on est engagé dans une course pour prendre des parts de marché sur cette industrie verte, et que les Européens veulent en être. Donc l'idée, c'est pas simplement une logique de sécurisation pour ne pas dépendre d'importations de technologies étrangères, qu'elles soient chinoises ou américaines, même si justement, comme l'évoquait Sébastien, pour les véhicules électriques, il y a une préoccupation très spécifique du fait que les Chinois se sont positionnés sur des entrées de gamme de véhicules électriques qui sont moins chers et donc plus accessibles, et dont aurait besoin très largement la population, enfin qui sont en tout cas plus accessibles pour l'ensemble de la population, alors que les producteurs européens se sont positionnés sur des gammes chères, moins accessibles, et dont on voit très bien qu'il y a une concurrence finalement des véhicules électriques chinois qui va rester importante. Mais non seulement il y a un objectif d'approvisionnement du marché européen, mais aussi de prendre une position sur ce marché mondial. Et c'est quelque chose de complètement différent comme culture, si je puis dire, aussi pour les Européens, où on passe de cette concurrence interne, comme l'évoquait Sébastien, concurrence interne très forte entre les États membres, à une logique qui doit être une logique plus de mutualisation des capacités, alors que les dépendances sont très fortes, notamment même dans l'accès aux minerais stratégiques, et que pour réduire ces dépendances, en particulier à la capacité de raffinage de la Chine, c'est pas quelque chose qui peut être géré simplement à l'échelle d'un État membre, mais ça suppose des investissements et une mobilisation des acteurs beaucoup plus à l'échelle du marché unique, à la fois en termes à minima de capacité d'extraction, d'investissement pour les capacités de recyclage, et puis surtout de diversification dans l'accès aux approvisionnements. Et là, c'est au niveau de la politique commerciale, donc de l'Union européenne, que ça se joue. Alors, on a beaucoup parlé là du marché européen. Reparlons peut-être du marché chinois. Jean-François Dufour, est-ce que le marché chinois reste aujourd'hui un Eldorado pour les différents États membres de l'Union européenne? Est-ce que vous voyez toujours cette appétence pour le premier marché au monde, ou est-ce que vu la situation politique de la Chine, qui s'est quand même beaucoup durcie pendant le Covid, et ces restrictions quand même qu'on a même vu sur les réseaux sociaux, ce qui était quand même assez inédit, est-ce que vous voyez une frilosité nouvelle de la part des investisseurs, des entreprises européennes? Alors, je dirais qu'en fait, les choses sont... Il y a deux dimensions, et en fait, ça rejoint la discussion qui vient d'avoir lieu sur la perception aussi de la Chine par rapport au marché européen. C'est que je pense qu'on a eu une étape essentielle qui a été passée en Europe, aussi bien au niveau des institutions que des entreprises à la fin de la décennie 2010, qui a été la fin de la naïveté. C'est-à-dire qu'on a fini par comprendre que la Chine n'est pas une économie de marché classique, qu'elle a un système très particulier, et donc on a fini par se rendre compte que tout ça avait un coût pour les gens qui traitent avec elle. Alors pour autant, est-ce que c'est la fin d'Eldorado? Non, la Chine reste un marché totalement incontournable dans la plupart des secteurs industriels. Le cas de l'automobile a été évoqué, notamment avec la dépendance des groupes allemands. C'est valable dans tous les domaines, elle reste extrêmement dynamique. Simplement maintenant, le coût, enfin le risque à prendre qui est associé est devenu beaucoup plus clair que ce n'était le cas il y a quelques années. Et donc ça pose la question du coup de, effectivement, le constat est fait maintenant. Que faire par rapport à ça? Alors, ça pose une question qui vient d'être évoquée donc au niveau des États. Après, au niveau des entreprises, ça pose vraiment de manière fondamentale la question de la gestion en fait de leur implantation en Chine. Et avec là l'épisode récent du Covid qui a accéléré la réflexion, en plus du durcissement général du régime, parce que si vous voulez, au cours des 2 années écoulées, un certain nombre d'entreprises étrangères ont perdu contact en fait avec leurs filiales chinoises et ont eu du mal à savoir exactement ce qui s'y passait. Alors, qu'on ne se méprenne pas, je ne dis pas que c'était fait pour la politique zéro Covid, il ne faut pas tomber dans
dans le délire paranoïaque, mais c'est un à côté, en fait, qui a eu effectivement un impact important pour les entreprises. Et un certain nombre d'entreprises étrangères aujourd'hui restent conscientes du fait que la Chine est incontournable. Dans la plupart des secteurs industriels de pointe, si vous ignorez la Chine, c'est comme si vous aviez une approche globale dans laquelle vous omettez entre, selon les secteurs, un quart et la moitié du marché mondial. Donc c'est difficilement tenable pour une entreprise globale. Après, par contre, la prise de conscience du fait que ce n'est pas sans risque amène une évolution des attitudes. Par exemple, justement, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples peut-être sur des choses sur lesquelles les entreprises européennes font plus attention, sur le transfert de technologie notamment? Est-ce que vous avez des exemples en tête? Ou des critères en fait, qui maintenant sont évidents pour les entreprises, alors qu'avant, elles se disaient, bon, on verra bien. Alors, il y a beaucoup d'exemples, mais que je peux difficilement citer parce que pour des questions de confidentialité. Mais si vous voulez, plutôt que de prendre des exemples négatifs, je vais prendre un exemple positif et qui va rejoindre à la fois la dimension sur laquelle on va revenir, je pense, de l'indispensable unité européenne et de la maîtrise des transferts de technologie. Donc, je vais prendre un exemple positif, à mon sens, qui est celui d'Airbus en Chine. Airbus est une des entreprises européennes qui a le mieux réussi en Chine. Et pourtant, c'est une de celles qui, il y a 15 ans, avait suscité le plus d'inquiétude, puisqu'en 2008, Airbus a ouvert son premier centre d'assemblage hors d'Europe à Tianjin, en Chine, pour servir le marché chinois, suscitant beaucoup d'inquiétude à l'époque, surtout qu'au même moment, la même année, la Chine lançait un programme qui est celui du C919, qui a fait son premier vol en 2018, et qui visait à concurrencer directement les modèles de Boeing et d'Airbus. Ce qu'on voit 15 ans plus tard, c'est qu'en fait, Airbus s'est fort bien implanté sur le marché chinois. La concurrence chinoise sera une menace à terme, incontestablement, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui parce que la Chine a gardé beaucoup de retard. C'est un domaine de pointe extrêmement difficile à maîtriser et c'est la preuve du fait que, usine d'assemblage ou pas, Airbus a su maîtriser les transferts de technologie. C'est un exemple. Et je disais que ça a rapport également à la dimension européenne parce que l'une des grandes forces d'Airbus, c'est que c'est une des seules entreprises sur lesquelles la Chine n'a jamais pu jouer sur le mécanisme du chantage par rapport à l'Europe. C'est-à-dire que quand vous annoncez une méga commande d'Airbus, ça satisfait aussi bien Hambourg que Toulouse, que des sites de production en Espagne, au Royaume-Uni, même si nos amis britanniques nous ont quittés, mais ils sont concernés également. Et donc, si vous voulez, on n'a pas l'effet sur lequel la Chine a très souvent joué, en fait, de mise en compétition implicite d'entreprises européennes en disant si vous n'êtes pas gentil avec nous, c'est les autres qui auront le gâteau. Sébastien Jean, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'on ne peut pas se passer, quand on est une grande entreprise européenne, du marché chinois, puisque ça reste le premier marché mondial? Je crois que c'est un gros dilemme auquel sont confrontées les grandes entreprises aujourd'hui. C'est une question, au fond, très importante face à une situation qu'a bien caractérisé Jean-François, dans laquelle, on le voit année après année dans les enquêtes auprès des entreprises. Ils font tous le constat du fait que le marché chinois est de plus en plus difficile. Et il y a de plus en plus d'interférences politiques. À vrai dire, il est difficile, mais d'ailleurs de façon très hétérogène. C'est-à-dire que l'accueil que vous recevez en Chine dépend des intérêts de la Chine. Il y a des secteurs, il y en a encore un certain nombre, dans lesquels la Chine voit qu'elle dépend des technologies apportées par des entreprises occidentales. Et là, elle leur déroule le tapis rouge. Donc tout le monde n'est pas maltraité. Mais simplement du jour où vous apparaissez comme un problème pour le gouvernement chinois, et quelles que soient les conditions économiques, là, vous voyez les obstacles se multiplier en travers de votre chemin. Et donc, possiblement parce que le gouvernement chinois considère que c'est des secteurs dans lesquels maintenant ils ont leur autonomie, ils n'ont plus besoin finalement des entreprises étrangères, donc ils vont les traiter de moins en moins bien. Alors dans certains secteurs, notamment des biens de consommation par exemple, ils considèrent souvent que c'est un bon aiguillon pour la concurrence. Dans d'autres, les télécommunications par exemple, finalement, ils favorisent sans tellement de scrupules les producteurs locaux. Donc, ça présente une vraie difficulté. Et j'ajoute que dans un certain nombre d'autres secteurs, on voit prendre de plus en plus d'importance la consigne chinoise dans les secteurs jugés stratégiques d'aller vers des chaînes de valeur qui soient dans leur
taxonomie, ils appellent ça autonome et contrôlable. Et là, une chaîne de valeur autonome et contrôlable, ça veut dire une chaîne de valeur qui ne dépende pas des entreprises occidentales. Et je dirais, on en a parlé déjà au début, hein, cette volonté finalement de limiter sa dépendance, elle a été redoublée par les sanctions, la guerre commerciale menée par l'administration Trump. Et le pouvoir chinois s'est trouvé pris au dépourvu en partie parce qu'ils n'avaient pas anticipé la violence finalement de ces mesures américaines. Et au fond, aujourd'hui, je crois qu'on a le contre-coup de ce qui s'est passé sous Trump, c'est-à-dire des Chinois qui disent on nous y prendra pas deux fois. Donc, en fait, on va tout faire pour le plus vite possible limiter notre dépendance. Et dans ces cas-là, ça veut dire qu'ils favorisent vraiment les fournisseurs chinois, à chaque fois qu'ils le peuvent, par rapport à des étrangers, même si c'est pas vraiment conforme à leurs engagements sur les règles. Maintenant, face à cette situation, évidemment, il y a cette grande question que vous posez pour les entreprises européennes. Est-ce qu'on peut faire sans ? Et je suis frappé de voir que très souvent dans les enquêtes d'entreprises, beaucoup de grandes entreprises disent on ne peut pas faire sans la Chine. Ça ne me frappe pas comme une évidence, j'avoue. Moi, c'est-à-dire que je pense qu'il y a quand même un monde assez grand en dehors de la Chine et que, au fond, c'est un choix de stratégie des entreprises et c'est aller un peu vite en besogne de dire on ne peut pas faire sans la Chine. Alors, je vois les spécificités du marché chinois. Par exemple, le fait que c'est aujourd'hui un marché très innovant. Il y a un écosystème de recherche et développement d'innovation qui est très dynamique en Chine. Il y a des protection des données qui sont bien moindres qu'en Europe, qui font que, combiné à la taille de la population, à la taille du marché, si vous voulez, que quand on a notamment des innovations qui sont liées à l'expérience des consommateurs, ça va plus, surtout dans ce domaine, étant donné le côté early adopters des Chinois, hein, ils sont assez prompts à se saisir de nouvelles technologies. Ça va souvent plus vite en Chine que partout ailleurs, et donc pour les entreprises, ça peut être extrêmement précieux. Voilà. Mais je trouve pour autant que moi je me méfie de l'évidence, de la pseudo-évidence selon laquelle on pourrait pas faire sans la Chine. Je pense qu'on peut la plupart du temps, hein, avec peut-être donc ce bémol sur les secteurs les plus guidés par l'expérience, le retour de l'expérience consommateur, disons. Voilà. Mais ensuite, il me semble que c'est un choix. Et d'ailleurs, ce que l'on voit de plus en plus, c'est qu'en réaction à cette tension, souvent le découplage, il existe et il se fait au sein même des entreprises, notamment les grandes entreprises très présentes en Chine. Elles restent présentes en Chine, mais de plus en plus, elles sont d'ailleurs souvent contraintes même par les règles chinoises d'avoir un fonctionnement en Chine qui soit assez découplé de leur fonctionnement dans le reste du monde. Alors, la Chine. Isabelle ? Oui. Si vous me permettez juste Tout à fait, Elvire, allez-y. D'ajouter quelque chose, parce que je pense que c'est intéressant de jeter un coup d'œil sur le comportement des entreprises américaines en parallèle. Parce qu'on a tout ce discours politique sur le découplage, mais qu'en est-il au niveau du tissu des entreprises américaines? Comment est-ce qu'elles se comportent par rapport aux entreprises européennes? Finalement, on avait un certain parallélisme déjà en 2021, avec des entreprises qui, d'un côté et de l'autre, selon les sondages qui ont été faits d'une part par la Chambre de commerce de l'Union européenne en Chine, mais également la Chambre de commerce américaine en Chine, et qui montraient que les entreprises étaient quand même très largement dans une perspective d'accroître leurs investissements en Chine, de vouloir continuer à se développer, et qu'on a eu une bascule en 2022 avec des entreprises qui sont déjà passées à une logique justement de réduction des risques, mais qui en fait conduisait essentiellement à suspendre leurs investissements, c'est-à-dire à attendre d'avoir un peu plus de visibilité, mais sans quitter le marché chinois. Et donc, tout autant les entreprises américaines que européennes, ça ne les a pas conduits à se retirer du marché chinois et plutôt dans une position d'attente, de voir comment allait rebondir l'économie chinoise, et puis le cadre réglementaire, enfin les conditions, le contexte politique, savoir si elles pouvaient continuer à investir. Et finalement, ça a donné lieu à des stratégies un peu furtives, où on n'investissait pas davantage dans la filiale que l'on pouvait avoir en Chine, mais sans baisser le rideau, sans envoyer de signaux aux gouvernements locaux ou centrales chinois sur finalement ce qui pouvait être une logique
de diversification en se tournant vers d'autres marchés pour ne pas s'exposer justement à cette stratégie, à des risques de mesures de rétorsion. Et que là, on a encore des entreprises qui signifient qu'elles veulent quand même, à vrai dire, elles ne veulent pas être les premières à partir. Elles veulent pouvoir être en position de réinvestir si c'est nécessaire. Donc, il y a des efforts de diversification qui sont faits, notamment avec les économies les plus proches, en Asie du Sud-Est, et donc à la fois au niveau des entreprises et au niveau des gouvernements, des stratégies de diversification vers des pays comme l'Inde, et qui est séduite actuellement par plusieurs tentatives de négociation, à la fois côté européen, avec les partenaires de la région, Corée du Sud, Japon, pour essayer d'accéder davantage au marché indien, mais également avec pas mal de pays de la région, et notamment côté européen, une volonté de poursuivre des négociations commerciales avec d'autres partenaires en Asie du Sud-Est. Jean-François Dufour, vous vouliez rebondir également sur oui, juste ajouter une chose qui, je pense, est importante. Je partage l'analyse de Sébastien sur le fait que l'évidence du marché chinois n'est pas si évidente que ça pour les entreprises. Par contre, ce que je voulais dire, en fait, quand je dis que la Chine est incontournable, c'est qu'on a deux dimensions. C'est-à-dire qu'on a le marché chinois où la question se pose, et on a une autre dimension où la question ne se pose pas, c'est que maintenant, pour toute entreprise européenne à vocation globale, si vous n'allez pas à la Chine, elle va venir à vous. C'est-à-dire que leurs objectifs, très clairement, sont des objectifs de globalisation. Et donc, on a évoqué tout à l'heure, par exemple, la question des véhicules électriques. Les véhicules électriques, pour faire de manière très synthétique, c'est un exemple extrêmement frappant de la stratégie multiforme de la Chine. Parce qu'en fait, l'élément fort au départ, c'est les batteries. Et les batteries, c'est pas des groupes d'État, c'est des entreprises privées, mais qui se sont insérées dans la stratégie nationale. Derrière, c'est un certain nombre de startups qui sont soutenues non pas par le gouvernement central, mais par des gouvernements régionaux. Derrière, c'est aujourd'hui les grands constructeurs traditionnels qui se mettent également à la transition à l'électrique. Et puis, pour parachever le tout aujourd'hui, on a ces grands constructeurs qui achètent des bateaux, ce qui permet de faire fonctionner les chantiers navals chinois et d'exporter demain ces véhicules. Et si vous voulez, c'est juste un exemple très synthétique, mais pour dire qu'on ne peut pas, quand on est une grande entreprise, se désintéresser de ce qui se passe en Chine, parce que sinon, on est confronté après à des surprises si on n'a pas anticipé ce qui est en train de s'y passer au niveau stratégique. Donc, je partage tout à fait l'idée que la Chine incontournable en elle-même, non, pas forcément, et parfois le coût est trop important, il faut bien y réfléchir. Par contre, ignorer ce qui s'y passe, ça, c'est totalement impossible, parce que ce serait suicidaire. La Chine, partenaire évident de l'UE et des grandes puissances mondiales en général, concernant la lutte notamment contre le réchauffement climatique. Comment est-ce qu'on fait, Elvire Fabry, pour à la fois justement se protéger, mettre en place des outils pour pouvoir être vigilant face à la Chine, et de l'autre, voilà, faire en sorte que la Chine remplisse ses obligations en termes de réchauffement climatique. Comment est-ce qu'on fait? On voit bien que par rapport aux autres secteurs technologiques, parce qu'on n'a pas évoqué l'intelligence artificielle, la biotech, enfin tout ce qui se profile à l'horizon comme étant à nouveau un terrain de concurrence qui va se renforcer entre les trois blocs américains, européens et chinois. Lorsque l'on parle de changement climatique, il y a une attention, une préoccupation plus spécifique sur tout ce que l'on peut mettre en place en termes de coopération. Ça ne peut pas être simplement un jeu de concurrence. C'est une bonne chose qu'il y ait de la concurrence si ça permet de développer des technologies qui sont moins chères, qui sont plus accessibles, pas simplement pour ces trois marchés, mais également pour le reste du monde. On a besoin de coopération et que c'est un des domaines, si je puis dire, que l'on essayait de sanctuariser jusqu'à présent, comme pouvant être un terrain sur lequel on pouvait renouer, réengager un dialogue plus coopératif avec la Chine. Avec une Chine qui s'est engagée vers la neutralité carbone à l'horizon 2060, mais qui a déjà annoncé qu'elle allait continuer à faire croître ses émissions carbone d'ici 2030, et elle fixait son pic d'émissions carbone à 2030, mais qui est
comme on l'a évoqué là à plusieurs reprises, est déjà très bien positionnée dans le développement de ces technologies vertes et elle-même va connaître probablement une accélération de cette transition carbone. Maintenant, je dirais que il y a d'autres enjeux, qui est de voir comment est-ce qu'on coopère avec la Chine et avec les États-Unis pour essayer de relancer un espace de coopération au niveau multilatéral sur ces enjeux. Alors que les États-Unis viennent de nous signifier par l'Inflation Reduction Act et l'adoption de toutes les clauses de contenu local qui sont contraires au principe fondamental de non-discrimination de l'OMC, ils adoptent une logique on va dire à la carte de respect des règles multilatérales. Ils sont pas engagés dans une perspective de renforcement de l'OMC et que l'on a besoin plus que jamais de cet espace de dialogue à l'échelle mondiale sur la coopération en matière de changement climatique. Et ce qui s'est passé il y a quelques jours au comité de politique commerciale et d'environnement à l'OMC nous le signifie encore, parce que on a eu notamment une prise de position de l'Inde très forte vis-à-vis de toutes les mesures qu'adopte actuellement l'Union européenne pour essayer de renforcer d'une part ces chapitres sur la soutenabilité dans ces accords commerciaux bilatéraux et toute une série de mesures qui concernent la déforestation pour ne pas importer plus de produits dans l'Union européenne qui dépendrait qui favoriserait la déforestation, la mise en place du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui considère que ce sont finalement toute une série de mesures qui sont plus des mesures protectionnistes et qui ne respectent pas les principes de l'accord de Paris qui doivent tenir compte du fait que les pays en développement doivent pouvoir avoir des objectifs différenciés et des modes différents de progrès vers la neutralité carbone. Et l'Inde actuellement est en train de prendre une position un peu de leadership vis-à-vis des pays du Grand Sud pour essayer de défendre l'intérêt des pays en développement. Et à côté de ça, on avait la Chine qui, elle, appelait à réengager une coopération au niveau multilatéral et finalement qui endosse un rôle plus positif, plus coopératif, notamment s'affiche comme tel vis-à-vis des pays du Grand Sud. Et c'est là où l'on voit que l'on va avoir une difficulté dans les années qui viennent, avec, je dirais, une préoccupation un peu spécifique qui est de se demander jusqu'à quel point la logique de découplage américaine, qui risque de s'appuyer sur plus de mesures de restriction aux exportations et qui peut stimuler aussi des mesures de rétorsion du côté chinois. La Chine, au début de l'année, a mis en place des licences sur les exportations des plaquettes de panneaux solaires, ce qui signifie déjà qu'elle se met en disposition de pouvoir utiliser ces exportations de panneaux solaires comme éventuellement une mesure coercitive. Dans un contexte de risque de mesures de rétorsion plus fortes qui s'appliquent sur les restrictions aux exportations, est-ce qu'il ne peut pas y avoir un problème d'accès à ces technologies vertes pour certains pays tiers, dans la mesure où ça pourrait être également une façon pour eux de jouer aussi un rôle de plaque tournante d'utilisation de ces technologies vertes et qui peut compliquer un peu le jeu de découplage entre États-Unis et Chine. C'est une question, je pense, qu'il faut avoir un petit peu en tête dans les années à venir et qui appellerait justement à relancer cet espace de coopération au niveau multilatéral. Jean-François Dufour, est-ce que vous sentez aujourd'hui dans les entreprises chinoises, dans
des autorités chinoises un désintérêt, justement parce que ça devient trop compliqué entre l'Europe, les États-Unis, de se positionner, et finalement le regard qui bascule vers l'Asie, en se disant bon, bah, finalement c'est nous qui allons imposer nos règles du jeu, et qui allons, j'allais dire, le centre du monde se déplace avec la Chine en position de force. Non, honnêtement, pas du tout. Dans la mesure où la volonté de changer les règles du jeu et de devenir le centre du monde, ça, elle est claire. Après, il y a une conscience, je pense, assez aiguë du fait que technologiquement, ils n'en sont pas encore capables. Et là, on revient en fait à une question fondamentale et qui renvoie à une question qui a été évoquée tout à l'heure. C'est que malheureusement, l'Europe n'est pas unie, alors qu'elle pourrait être aujourd'hui en situation de force. C'est-à-dire que le conflit technologique déclenché par les États-Unis vis-à-vis de la Chine a placé l'Europe en situation de principale alternative en fait pour les coopérations technologiques. Et au lieu que ce soit une force sur laquelle on pourrait jouer, à cause de la désunion européenne, en fait, c'est un facteur de vulnérabilité parce qu'on s'expose à des tentatives de captation de technologie. Donc, pour revenir à votre question, pardon, sur le désintérêt chinois, non, il n'y a pas de désintérêt chinois pour la coopération internationale. Et là aussi, pour revenir sur un élément qu'on a évoqué, je vais revenir sur la question de l'alliance de façade avec la Russie. Il faut être bien conscient qu'on a deux dimensions, comme ça a été évoqué tout à l'heure. On a une volonté diplomatique d'afficher une grande amitié, enfin, surtout du côté russe, parce qu'ils en ont plus besoin. Du côté chinois, il faut se faire aucune illusion. La Chine n'a aucunement l'intention de s'associer de très près à la Russie, parce que pour elle, technologiquement, c'est pas un pays intéressant. Et donc, si vous voulez, une chose importante, par exemple, c'est que dans la relative modération du soutien chinois, on ne peut pas ignorer le fait que les pays européens, les pays de l'Union européenne, en première ligne du conflit en Ukraine, ce sont les alliés traditionnels les plus enthousiastes de la Chine. C'est la Pologne, la Hongrie, etc. Et donc la Chine ne peut pas se permettre de soutenir de manière trop ouverte la Russie parce qu'elle risquerait de générer une unité européenne pour une attitude plus confrontationnelle avec la Chine. Donc si vous voulez, c'est un ensemble très complexe et l'évolution géopolitique globale le rend de plus en plus complexe, mais des intérêts de la Chine, non. Peut-être dans quelques dizaines d'années, lorsqu'ils seront en mesure de l'assumer, mais aujourd'hui, ils sont parfaitement conscients du fait qu'ils n'en ont pas les moyens. Sébastien Jean, pour oui. conclure, avant de passer aux questions du chat, comment est-ce que... Alors, Elvire Fabré avait commencé à parler de réforme impossible de l'OMC. Comment est-ce qu'on peut imaginer de nouvelles règles à l'avenir avec la Chine, dont on a forcément besoin parce que ça reste quand même un énorme marché, parce que les outils de lutte contre le réchauffement climatique, ce sont eux qui les ont. Comment est-ce qu'on procède ? Je commence peut-être par le constat qui est celui que vous avez fait un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que on a un besoin urgent, vital de coopération internationale, précisément au moment où elle est le plus déséquilibrée, cette coopération internationale, mise en danger par la rivalité stratégique entre la Chine et les États-Unis. Donc je pense que ce qui a été un peu parfois moqué, la prétention dans la revue stratégique de la France d'être une puissance d'équilibre, d'équilibre avec un S, c'est vraiment aussi un défi qui se pose pour l'Europe au niveau global, pour essayer d'éviter la tragédie que serait une confrontation de plus en plus intense qui empêche de se coordonner au niveau multilatéral, au niveau en particulier pour faire face au changement climatique. Et ce risque, aujourd'hui, on voit, il est réel quand même, étant donné l'animosité croissante entre la Chine et les États-Unis. Donc, il y a première dimension, je crois qu'il faut essayer de contenir autant que possible cette confrontation. Pour maintenir la possibilité d'une coopération multilatérale, ça veut dire quand même maintenir autant que possible des règles dans l'organisation de la concurrence internationale. Ça veut dire aussi permettre leur
transformation autant que possible, de façon en particulier à ce que les tensions qui malgré tout persisteront de manière inévitable, au moins sur certains secteurs, puissent être contenues et n'empêchent pas qu'il y ait une coopération sur le volet changement climatique. Donc moi, c'est comme ça que je formule en tout cas le grand défi auquel on fait face. C'est extrêmement difficile parce que justement ces rivalités politiques, elles sont très fortes et je pense que au fond aujourd'hui il vaut mieux accepter le fait qu'on a déjà un peu changé de monde. J'ai vu par exemple que d'ailleurs dans le chat quelqu'un disait la course aux subventions même en Europe elle a commencé, c'est vrai. Au niveau international, c'est évident aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport aux politiques industrielles menées en Chine, aux États-Unis, par rapport à la montée aussi des préoccupations de sécurité et la façon dont elles interfèrent avec les règles commerciales. Je pense que le défi qui est, pour moi, l'attitude qu'il faut essayer de privilégier, c'est d'accepter que ces entorses, disons, aux règles sont là, d'essayer de les codifier, de les encadrer, de les délimiter, pour pouvoir ensuite préserver les règles et un minimum de coopération sur le reste et essayer que ça n'empêche pas d'avancer sur la nécessaire coopération sur les aspects climatiques. Donc je crois que c'est ça le défi qui est devant nous. Et j'ajouterais aussi que étant donné cette phase de rupture dans laquelle on se trouve, on a un défi concomitant qui est celui de faire face au risque d'inaction climatique. Et par rapport à toutes les discussions qu'on a en Europe sur la loi américaine de l'Inflation Reduction Act, je crois qu'il faut bien prendre acte aussi du fait que c'est la première fois que les États-Unis prennent une initiative sérieuse, substantielle de lutte contre le changement climatique. Et donc, il faut aussi le voir en tant que tel et il faut, comprendre et accepter la bonne nouvelle que représente le fait qu'enfin les États-Unis bougent. Et ils l'ont fait en prenant des libertés avec leurs engagements internationaux, c'est indubitable. Maintenant, peut-être que ça veut dire qu'il faut aussi adapter le cadre international pour accepter que dans certains cas, quand c'est lié à la priorité climatique, quand c'est lié aux préoccupations de sécurité nationale, les pays prennent des libertés par rapport aux engagements tels qu'ils existaient. Accepter ça pour mieux organiser, disons, une coopération sur le reste, une coordination. On voit bien, pour l'Europe, il y a la mise en place de mécanismes d'ajustement carbone aux frontières. Comment est-ce qu'on essaie de faire ça de manière coordonnée avec nos partenaires, c'est-à-dire de façon à ce que ça soit pas un sujet juste de guerre commerciale, mais que ça puisse leur fournir des incitations pour eux avancer aussi sur leur politique de leur côté. Et il me semble que c'est tout le défi qu'on a devant nous. Merci beaucoup. On tient parfaitement bien le timing. On va passer aux questions avec un certain nombre de questions qui concernent les barrières. Les barrières douanières en Europe. Avec cette première question, vous me direz qui veut répondre. À combien s'élèvent les barrières douanières moyennes envers les produits chinois? Est-il possible et pertinent de fixer des droits de douane plus élevés pour contrer l'importance des importations de produits chinois? Et question subsidiaire, l'Allemagne ne bénéficie-t-elle pas de la faiblesse des droits de douane pour ses propres exportations? Qui se sent de répondre? Je peux donner, si vous voulez, des premiers éléments. La moyenne des droits de douane, on n'a pas d'accord commercial avec la Chine, donc par défaut, les exportateurs chinois font face aux droits de douane sous ce qu'on appelle sous la clause de la nation la plus favorisée, en moyenne non pondérée entre les différents produits en Europe. Si ma mémoire est bonne, ils sont de l'ordre de 4,5%. Maintenant, dans le cas des Chinois, il y a un certain nombre de cas aussi où ils font face à ce qu'on appelle les instruments de défense commerciale, principalement des mesures anti-dumping. Selon les mesures, les taux de couverture, en tout cas moi les calculs que j'ai faits, les droits de douane anti-dumping couvrent à peu près ce qui est l'équivalent potentiel, qui pourrait être le potentiel de 12% des importations chinoises. C'est très
répandue en particulier dans la sidérurgie. Donc la plupart des ventes de produits sidérurgiques chinoises en Europe se font face à des mesures anti-dumping. Alors on dit souvent dans ces débats sur les mesures anti-dumping, on est naïf en Europe parce qu'on met des droits de douane qui sont pas du tout aussi élevés que ceux des Américains. Moi je crois pas du tout à ça. C'est vrai que... Oui, parce qu'il y a une question, est-ce que la politique tarifaire adoptée par l'UE, notamment la mise en place des droits anti-dumping et des droits compensateurs, est réellement impactante sur l'économie chinoise? Oui. Et donc, moi, en tout cas, c'est des questions que j'ai étudiées de près. Et je peux vous dire, j'ai entendu bien des fois, effectivement, dire, regardez, on est naïf, nous, on applique 40%, les États-Unis font 200%. Ben moi, je pense que c'est les États-Unis qui sont un peu, en l'occurrence, c'est pas d'ailleurs une histoire de naïveté, c'est une histoire plutôt de manipulation par les lobbies, mais en tout cas, c'est plutôt maladroit parce qu'en fait, ce que montrent les statistiques, c'est que quand un produit est frappé de droit anti-dumping dans l'Union européenne, ses ventes baissent d'environ 80%. Et donc, si avec 40% on fait le job, pourquoi aller se causer les embêtements politiques de droit qui sont complètement excessifs, qui ne correspondent à rien. Et d'ailleurs, c'est une partie du casus belli du système multilatéral, c'est les droits anti-dumping américains qui sont une captation éhontée de la puissance publique par des intérêts privés. Je veux dire, ça n'a absolument rien d'enviable ou de reluisant. C'est le lobbying à l'état pur, la captation de rente. Donc ça vraiment, j'achète pas du tout cet aspect-là. Ensuite, ce que j'ai dit tout à l'heure, et à propos de l'exemple des véhicules électriques, c'est qu'il y a le défi de la façon dont on utilise nos instruments de défense commerciale et plus largement la boîte à outils des outils autonomes que Elvire a bien décrit tout à l'heure. Et là, on s'est bien équipé finalement avec un certain nombre d'outils et on est face au défi de la mise en œuvre. Et ce que je soulignais tout à l'heure, c'est qu'à mon avis, ce défi, il est largement politique. Il y a la capacité à partager, à bâtir une unité autour de certaines stratégies. Il est aussi partiellement technique, parce que derrière, il faut mettre des moyens et on n'a pas cette culture. Au fond, on a la culture de mettre les moyens dans la négociation. Les négociateurs commerciaux européens, ils sont redoutables, ils sont extrêmement forts pour bien négocier des accords. Mais finalement, on a moins cette culture de d'être très vigilant dans la façon dont on applique les accords qui ont été passés, dans la façon dont on applique aussi les instruments de défense commerciale. Par exemple, une enquête sur le taux de subventionnement d'un secteur en Chine, c'est extrêmement difficile à réaliser. Je vois Jean-François sourire parce que j'imagine que ça lui évoque un certain nombre de choses, mais derrière, ça veut dire que si on veut vraiment le faire bien, il faut mettre des moyens. Donc, on s'oriente un peu vers ça. On a créé en Europe un nouveau poste, et d'ailleurs de procureur commercial, pour reprendre l'appellation française. C'était une façon de montrer, de symboliser ce tournant vers la volonté de donner plus d'importance à la mise en œuvre. Et je crois que ce défi, il est toujours devant nous. Et donc, il est en partie technique, en partie politique. Vous êtes d'accord, Elvire Fabry? D'ailleurs, c'est ce que vous aviez commencé à dire tout à l'heure. Ça y est, on a le bon arsenal, on a les bons outils. Les barrières commerciales douanières sont à leur bon niveau. Après, c'est une appréciation politique qu'il s'agit. Oui, je dirais que il y a tout ce qu'a évoqué Sébastien. Il y a la réforme aussi de réglementation anti-dumping pour accélérer les procédures. Enfin, je dirais que il y a toute une série de progrès qui ont été faits et d'évaluations qui sont mises en œuvre, notamment par Denis Redonnel, qui tient maintenant ce poste évoqué par Sébastien de enforcement, c'est-à-dire à quoi ça va servir concrètement? C'est tout un système. Disons que c'est un maillage, resserré de vigilance et qui permet d'être très réactif. C'est-à-dire que ce que l'on voit notamment dans les évaluations des mesures anti-dumping, c'est en effet que ça a un impact très rapide, beaucoup plus rapide qu'auparavant sur la réduction des importations. Et ça veut dire qu'on a une Union européenne qui est en mesure d'être beaucoup plus réactive. D'abord, qui anticipe et qui est en capacité d'être plus réactive. Là aussi, Sébastien l'évoquait, mais c'est une culture qui doit s'établir aussi, parce que c'est une forme de coopération aussi entre les entreprises et les institutions, si tant est qu'on soit capable de renforcer les moyens mis en place pour analyser toutes ces données. Mais ce qui est intéressant, c'est que
pour un certain nombre de ces instruments, ça a attiré l'attention aussi de l'administration américaine, qui était plus avancée dans certains domaines comme le contrôle des investissements étrangers. Mais pour ce qui est du contrôle des subventions étrangères, pour ce qui est de ce que l'on met en place du côté de des mesures anti-coercition ou et même l'ouverture des marchés publics, ils sont très vigilants, intéressés et finalement aussi peut-être sentent aussi le besoin de renforcer leurs instruments unilatéraux dans un contexte qui s'annonce plus compliqué. Jean-François Dufour, vous êtes alors visiblement vous avez souri, mais je vous vois pas. Mais la Chine a tiré profit en fait de l'incapacité de l'Europe à mettre en œuvre un certain nombre de mesures qu'elle avait pourtant écrit sur le papier, ça existait, mais après c'était difficile à mettre en œuvre, à contrôler. Et aujourd'hui, ils sentent justement un changement de vitesse. Non, je souriais, si vous voulez, par rapport à la question des subventions, parce que c'est une des grandes données du système chinois. En fait, la Chine, très très vite, en 2001, quand elle a adhéré à l'OMC, s'est rendu compte que subvention, c'était un mot tabou dans le système international. Donc, du coup, en fait, si vous cherchez des subventions au sens classique en Chine aujourd'hui, vous en trouvez très peu. Il y a eu, y compris de très grands organismes. Le cas le plus frappant, c'est peut-être le syndicat des sidérurgistes américains au début des années 2010, qui ont fait des enquêtes pour dire il y a un problème, et ils ont trouvé des taux de subvention extrêmement faibles. Parce que la réalité, c'est que le problème, il se situe en amont de ça. La force de la Chine, c'est plus des subventions au sens classique, c'est son système de financement de ses entreprises. C'est-à-dire que, si vous voulez, pour simplifier, aujourd'hui, ce qui fait la force des entreprises chinoises, c'est pas le fait qu'elles aient des subventions publiques, c'est le fait qu'elles aient des banques commerciales classiques qui leur font des prêts, mais ces prêts sont sans cesse renégociés. C'est-à-dire que certains sont étalés dans le temps, d'autres sont abandonnés, d'autres sont transformés, ils sont titrisés. Enfin, vous avez un tas de mécanismes qui font qu'ils ne sont pas soumis aux mêmes contraintes financières. Et en fait, ils ont décalé, si vous voulez, le problème. Donc, c'est pour ça que je souriais, c'est que le problème des subventions, en fait, ils l'ont anticipé depuis longtemps, ils l'ont transformé. Après... Alors, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que du coup, ça ne va rien changer, même si on met en place maintenant des si, ça peut changer, mais ça peut changer, mais il faut mettre en place des modalités d'enquête plus poussées. On ne peut pas se contenter juste de chercher des subventions. Ça, c'est qu'une toute petite partie de la photographie. Et si vous voulez, c'est inadapté. C'est clairement, ça rend pas compte de la spécificité du système chinois, de sa force justement qui tient à cette distorsion de concurrence qui a été évoquée au départ. C'est lié au fonctionnement même du système chinois. Donc ça rend les choses extrêmement compliquées à traiter au cas par cas, mais c'est une réalité. Après, en ce qui concerne les questions tarifaires, je ne suis pas spécialiste du tout de la question, mais juste une chose très frappante, si vous voulez, c'est que de manière générale, c'est un outil qui a un impact limité par rapport à la Chine. Et l'exemple américain pour ça est très parlant. Si vous prenez l'année 2018, elle est vraiment très très intéressante. C'est une année où Donald Trump prend 2 séries de mesures tarifaires avec sa marque de fabrique qui est beaucoup de bruit, beaucoup de communication, mais ça ne sert absolument à rien parce que c'était des produits soit non substituables, soit pour lesquels la Chine a trouvé des méthodes de contournement. Et par contre, c'est la même année que sont prises des mesures d'affrontement technologique, c'est celle qu'on a beaucoup évoquée aujourd'hui, qui en fait ne tenaient pas à Donald Trump. C'est une tendance de fond de l'administration américaine. Les premières mesures contre Huawei de limitation des investissements, c'est 2008. Donc ils n'ont pas attendu Donald Trump. Et donc là, je rejoins ce que disait Sébastien. Il y a un aspect également très technique, c'est-à-dire que faire du bruit, dire on va interdire, etc., c'est bien gentil, mais ça marche pas. Après, il y a une question vraiment de réflexion stratégique et de complexité en fait de la confrontation avec la Chine, parce que c'est un pays qui sait s'adapter et déjouer les enquêtes sur des mécanismes traditionnels, on va dire. Alors, une autre question peut-être à laquelle vous pouvez commencer à répondre, Jean-François Dufour, question issue du chat. Est-ce que la Chine possède une volonté d'exporter les technologies de pointe dès qu'elle sera en autonomie technologique, notamment concernant les semi-conducteurs, sur le principe de ce que l'on a pu connaître sur les panneaux photovoltaïques chinois ? Alors, sur la question des semi-conducteurs, si vous voulez, je dirais que leur problème n'en est pas là aujourd'hui. Le problème pour eux, c'est de construire cette industrie parce qu'ils en sont très loin. C'est pour ça que c'est le point où appuie l'administration américaine. Après, le fait de s'en servir, alors
le cas des semi-conducteurs est particulier parce que la Chine elle-même consomme plus de 50%, entre 50 et 60% des semi-conducteurs produits dans le monde du fait de ses activités d'assemblage notamment. Par contre, la volonté, une fois qu'elles sont maîtrisées, d'exporter les hautes technologies, oui. On a un cas très récent. Dans quelques semaines, devrait entrer en opération commerciale le premier train à grande vitesse de technologie chinoise en Indonésie, sur la ligne Jakarta-Bandung. Donc ça, c'est une technologie qui a été acquise à la fin de la décennie 2000-2010 et aujourd'hui, elle est exportée vers le même pays. La Comac, qui est le constructeur d'avions civils chinois, a exporté son premier avion il y a quelques semaines également. Donc oui, il y a une volonté, si vous voulez, c'est le croisement entre la volonté d'avancement technologique et de globalisation des industries chinoises. Elvire Fabré, Sébastien Jean, est-ce que vous avez... Oui. Peut-être si je peux rebondir, il y a une volonté affichée de la part du gouvernement de faire de la Chine une superpuissance technologique. Donc, c'est tout à fait clair, c'est-à-dire que c'est une façon à la fois de passer à un nouveau moteur de croissance. On parlait justement de ce besoin de renouveler les moteurs de la croissance, de la rendre plus soutenable. Ça passe notamment par le dynamisme de l'innovation. Donc, c'est une façon de prolonger son modèle de croissance et de s'enrichir. C'est aussi une façon de projeter sa puissance dans le monde. Et la Chine envisage et même se prépare de façon très claire, et l'a déjà fait dans le passé, à aussi utiliser ces technologies comme instrument, comme levier au niveau international. On voit d'ailleurs à quel point les Chinois s'inspirent des, entre guillemets, mauvaises méthodes américaines pour, disons, aujourd'hui, préparer leurs instruments de demain avec des lois, par exemple, sur les contrôles d'exportation, avec des débats internes sur le fait de savoir s'il ne faudrait pas qu'ils appliquent une politique similaire à celle que les Américains appliquent dans les semi-conducteurs dans le solaire. Parce que dans le solaire, ils sont très en avance technologiquement, industriellement, ils sont quasi en position de monopole, comme l'a souligné Elvire tout à l'heure. Et donc aujourd'hui, il y a des discussions en Chine pour dire, est-ce qu'on ne devrait pas, nous, aujourd'hui, pour profiter finalement de cette situation extrêmement dominante qu'on a dans le domaine du solaire, pour limiter nos exportations de technologies. Donc, il faut bien distinguer deux choses. Je pense qu'ils sont d'accord, de même que les États-Unis, pour, en aval de la filière, exporter le fruit de ces technologies. En revanche, en amont, la technologie elle-même, les brevets, les machines, etc., là, il y a une tentation de les manipuler pour se mettre en position de force. Donc, c'est deux choses... je crois, assez différentes. Et donc, il y a une volonté aussi de la Chine, en tout cas une tentation et même une volonté clairement esquissée aussi d'en faire un levier de puissance à l'avenir. Je souligne quand même, parce que je crois que c'est important de le faire, que ce genre de stratégies sont malgré tout assez dangereuses, enfin très dangereuses. À la fois, elles sont extrêmement clivantes, et on a parlé tout à l'heure quand même de la nécessaire coopération au niveau international, en particulier sur des sujets communs comme le changement climatique, ça c'est un point. Mais il y a aussi le fait, sur un plan purement stratégique, que on n'est pas bien sûr du résultat. Et notamment les États-Unis dans les semi-conducteurs, le résultat dans l'immédiat, effectivement, c'est de handicaper, de freiner fortement le secteur des semi-conducteurs en Chine, la filière. Mais à terme, il n'est pas du tout évident qu'ils arriveront à le maintenir, et donc la Chine redouble d'efforts pour investir dans le secteur. Ça veut dire aussi, dans un certain nombre de cas, que les interdictions d'exporter faites aux entreprises américaines, elles laissent finalement le marché chinois à des concurrents chinois. Donc, certes, ils sont en retard en termes de technologie, mais du coup, ils ont un marché dans lequel ils ont un accès préférentiel. Donc, ça peut redoubler, à la fois, si vous voulez, diminuer les recettes des fabricants américains, donc diminuer leurs ressources pour leurs efforts de R&D, et en même temps, ça peut augmenter celle des concurrents chinois. Donc, à terme, est-ce que c'est une bonne idée ? La question, à mon avis, mérite d'être posée quand même. Et il faut être conscient de tous les dangers de cette stratégie.
Alors, une question qui concerne plus précisément les entreprises européennes. Pourquoi nous résignons-nous à ce que les investissements massifs, CHIPS Act, donc paquet législatif européen sur les semi-conducteurs, aillent en Allemagne et aucun en France, alors même que beaucoup de process et de design sont nés en France, que l'offre technologique y reste brillante, au point d'ailleurs qu'elle est rachetée par les USA, le Canada, Taïwan, l'Allemagne. Certes, nous ne laissons plus la Chine faire entièrement main basse, mais nous sommes loin de la reconquête annoncée. Donc une question en forme de commentaire. Elvire Fabry, peut-être? Je dirais que là, ça fait partie la logique des projets d'intérêt commun importants. L'appellation n'est pas très heureuse non plus, où l'on cherche à donner des moyens aux entreprises privées de pouvoir s'appuyer sur plus d'investissements publics, pour décupler les capacités à la fois d'innovation et aujourd'hui même avec des objectifs également de production de masse. Lorsque l'on parle du CHIPS Act, c'est qu'on a transformé ce projet dans un projet plus ambitieux avec des objectifs d'investissement qui cherchent à être quasiment équivalents à ceux que les États-Unis ont mis dans leur propre stratégie pour produire des semi-conducteurs. Maintenant, c'est vrai qu'il y a cette préoccupation de se dire quels sont les États membres qui en tirent davantage bénéfices. Est-ce que ça ne va pas bénéficier davantage aux grands pays qui ont plus de capacité de subvention, qui ont des poches plus profondes? Je dirais que ce qui est intéressant, c'est peut-être ce qui se passe ce qui est mis sur la table par la Commission européenne dans le plan industriel vert. On est sur un autre terrain que sur celui des semi-conducteurs, mais c'est qu'au moment où l'on se prépare à plus de flexibilisation des aides d'État et éventuellement l'adoption d'un plan de souveraineté européen qui permettrait de donner une capacité d'emprunt à l'ensemble des États membres, il y a des conditions spécifiques qui sont imposées pour favoriser notamment cette capacité de mutualisation, que tous les États membres, les plus petits également, puissent s'investir dans ces projets, avec des logiques de plafond d'aide d'État qui pourraient être plus élevés si ce sont des projets qui concernent 3 États membres, voire des bonus aussi pour les régions les moins économiquement développées et qui soient un petit peu avec une logique un petit peu non pas redistributive, mais qui assure en tout cas que ça puisse favoriser quand même encore une certaine logique de cohésion entre les États membres. Mais évidemment, on a certains États membres, l'Allemagne au premier rang, mais la France également vient derrière, qui sont bien placés, mieux placés peut-être pour s'engager dans ces grands plans industriels. Oui, si je peux rebondir là-dessus. Oui. Allez-y, Paula. Moi, je vois pas de résignation, mais c'est pas parce qu'on n'y arrive pas qu'on s'est résigné. Mais non, mais que les gens se posent la question. Sur le chat, certains se posent la question. La concurrence entre les États membres n'est-elle pas inévitable dans la mesure où les économies de chaque État membre sont différentes et ont besoin de droits de douane différenciés? Non, ont besoin de droits de douane différenciés. Alors, on peut en discuter, mais enfin, en tout cas, la construction européenne, elle est bâtie notamment depuis le 1er janvier 1968 sur l'union douanière. Donc, c'est pas le système dans lequel on est aujourd'hui. Et donc, on est dans un marché unique. Maintenant, depuis le début, disons, il y a eu cette conscience du fait qu'on était au sein de ce marché unique effectivement, avec un degré de concurrence très important, qui fait qu'il il y a un risque, disons, d'avoir une guerre de subventions où chaque État
à tous les États identifiant les mêmes secteurs comme étant ceux dans lesquels ils voudraient être puissants, qu'ils rivalisent et qu'ils fassent une surenchère de subventions. Les uns augmentant leurs subventions toujours au-delà de ce que font les autres, ce qui, à la fin, est un jeu qui peut être très coûteux parce que ça veut dire qu'on est obligé de mettre des sommes extravagantes qui sont des sommes transférées à des secteurs industriels simplement pour essayer de battre le voisin. Donc ça n'a pas de sens. C'est quand même pour essayer de discipliner, d'éviter cette lutte fratricide et destructrice, finalement, qu'on a des règles strictes pour encadrer les règles d'État au sein de l'Union européenne. Ce que l'on voit avec le cas des semi-conducteurs, par exemple, ou des gigafactories sur les batteries, c'est que ces règles existent, mais en fait, en particulier, elles ont été assouplies au moment du Covid, et puis de toute façon, elles n'empêchent pas toutes les interventions publiques. Et il y a déjà pas mal de subventions qui sont mises en œuvre. Hein. C'est particulièrement flagrant dans ces deux secteurs, et comme je le disais, aussi étant donné l'assouplissement temporaire lié à la réponse au Covid. Et donc, c'est pour ça que je disais sur les semi-conducteurs, il ne s'agit pas, à mon avis, d'une résignation. Il s'agit simplement du constat que si on se lance dans une course aux subventions, face à l'Allemagne, on perd. Hein, on est moins, donc on n'a pas rien du tout. Hein, non plus, je suis pas d'accord avec ce qui a été mis dans le chat. Il y a des projets d'investissement très significatifs dans les semi-conducteurs en France, mais c'est bien moins qu'en Allemagne. C'est vrai. Ça correspond à une réalité qui est que, en termes de marge de manœuvre budgétaire, on peut pas s'aligner avec l'Allemagne. Et donc, ça ramène à ce que je disais tout à l'heure, et on le voit aussi sur les batteries d'ailleurs. Hein, c'est-à-dire, on a des projets très significatifs en France, hein, mais ça représente 2 à 3 fois moins que ce qu'il y a en Allemagne. Mais il faut comprendre aussi que pour les autres pays de l'Union européenne, c'est ce que je disais tout à l'heure, eux, ils constatent que justement, ils ne peuvent pas du tout concurrencer l'Allemagne ni la France. Et donc, ils veulent absolument qu'il y ait des règles pour encadrer, pour éviter justement qu'on se lance dans une surenchère et qu'eux soient obligés d'accepter une concurrence complètement inéquitable dans laquelle il y aurait des industries très fortement subventionnées dans les pays au cœur de l'Europe et où eux ne pourrait pas s'aligner. Donc, on est dans ce débat aujourd'hui qui est compliqué par le fait qu'on voit qu'il y a des secteurs dans lesquels il y a besoin vraiment d'intervention publique, et en particulier ceux que je viens de nommer, que ce soit pour des préoccupations de changement climatique, de transition écologique ou pour des préoccupations de sécurité nationale, il y a un besoin d'intervention de l'État. Donc, il faut assouplir les règles, mais il ne faut pas que ça se fasse d'une manière complètement désordonnée, qui laisse la place à cette guerre de subventions qui serait au fond mauvaise. Il faut que ça soit coordonné autant que possible. Surtout qu'il y a donc quand même l'offensive américaine avec l'IRA. Il y a une question du chat. L'UE n'a-t-elle pas aussi beaucoup d'inquiétudes à avoir vis-à-vis de l'attitude des USA et de leur Inflation Reduction Act? Qui peut répondre à cette question? Bon, je peux commencer si vous voulez. Avec un premier commentaire, c'est que pour la première fois, les États-Unis, je me répète, mais agissent sérieusement contre le changement climatique. Je pense que c'est la première chose qu'il faut voir dans l'Inflation Reduction Act, parce que l'inaction climatique des États-Unis, en soi, à mon avis, était mortifère. Elle était absolument tragique au niveau international, parce qu'il n'y a pas pire comme incitation à mener des politiques ambitieuses de lutte contre le changement climatique que l'inaction des leaders. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième, c'est effectivement, ils ont mis des coups de canif dans le contrat. Il ne s'agit pas de l'OMC, il s'agit des engagements internationaux que les États-Unis ont pris vis-à-vis de leurs partenaires. Ils ont pris des libertés par rapport à ça. Donc, comment est-ce qu'il faut gérer ça? C'est la question qui est devant nous aujourd'hui. Est-ce qu'il faut être mortellement inquiet par rapport à l'industrie européenne? Je trouve un peu excessif les réactions en Europe, surtout quand on voit la situation actuelle, où, à mon avis, la menace dans l'immédiat, elle vient plus de Chine que des États-Unis. Quand on voit le fait que les subventions sur le changement, la transition écologique en Europe, elles sont proportionnellement en fait plus importantes que celles qu'il y a aux États-Unis. Donc, si on estime que, et il y a effectivement probablement des raisons pour ça, que nos subventions sont moins efficaces que celles des États-Unis, je pense que la première chose à faire, c'est de s'interroger sur leur efficacité
pour répondre à cette menace concurrentielle. Il n'y a pas de raison qu'en mettant plus d'argent, on arrive à moins d'effets. Voilà. Après, il y a effectivement ça pose des problèmes de coordination internationale, de voir comment on réagit. Et ça renvoie, je pense, à ce qu'on discutait tout à l'heure, c'est-à-dire, de mon point de vue, la nécessité d'essayer de limiter les dégâts, en quelque sorte, pour préserver un cadre de coopération sur le reste, et notamment sur qui permet de coopérer dans la lutte contre le changement climatique. Vous êtes d'accord, Jean-François Dufour, depuis votre point de vue à vous, qui est voilà, un peu entre deux. Est-ce que vous avez l'impression que pour l'instant, l'Union européenne arrive à rester en équilibre entre justement d'un côté la Chine et de l'autre les États-Unis? C'est un grand problème d'équilibre, effectivement. Donc moi, je suis spécialiste de l'autre côté du Pacifique. Je ne vais pas m'attarder sur la question américaine. Après, si on va au fond des choses, je pense que sérieusement, il y a juste une question à se poser. L'Europe est entre la Chine et les États-Unis dans l'affrontement entre ces deux puissances. On peut pointer du doigt les dysfonctionnements d'un côté ou de l'autre. Après, il y a un moment où on a affaire à une démocratie, certes imparfaite, et à un régime dictatorial qui n'est pas totalitaire, mais qui a parfois des tentations totalitaires. Le choix entre les deux, c'est une question personnelle, chacun fait son choix. Il y avait une petite question pour vous aussi, à laquelle vous pouvez peut-être répondre. Faut-il comprendre que la Chine est finalement confrontée aux dures réalités du capitalisme et que son modèle s'épuise ? Ah, alors elle est confrontée, oui, aux dures réalités du capitalisme. Et d'ailleurs, je vais revenir juste un petit instant sur une question qui a été évoquée tout à l'heure sur la concurrence intra-européenne. Ce qui est assez amusant, c'est que là, faute de temps, on est obligé d'évoquer les grandes lignes. Mais en fait, les questions de concurrence entre régions, vous les retrouvez de manière très frappante également en Chine. La course aux subventions, au développement, à l'attraction d'industries, etc., c'est une donnée extrêmement importante pour le fonctionnement des entreprises chinoises. Bon, après, ils ont par contre une force centrale qui règle les problèmes au bout d'un moment et qui met tout le monde d'accord. C'est la différence avec l'Europe. Confronté au problème du capitalisme, je dirais confronté au problème de son propre modèle. C'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, hein, cette incapacité à sortir d'un modèle de surendettement, de sursubvention, en fait. Enfin, pas subvention ici au sens des entreprises, mais au sens surinvestissement dans les infrastructures, par exemple, qu'a évoqué Sébastien à un moment. Oui, elle a du mal, elle est confrontée aux limites de son propre modèle. Après, je pense qu'aucun modèle n'a pas de limite. Elvire Fabry, pareil, même question pour conclure, peut-être pour terminer ces 2 heures de table ronde. L'Union européenne, pour l'instant, arrive à tenir cette ligne de crête entre les États-Unis et la Chine? Écoutez, je dirais elle devient beaucoup plus compliquée depuis le début de la guerre en Ukraine, depuis le renforcement, si je peux dire, de la coopération transatlantique, parce qu'on a besoin de l'énergie américaine, on a besoin du soutien militaire à l'Ukraine, et qu'en même temps, les Européens ont des préoccupations communes, partagent les mêmes préoccupations avec Washington vis-à-vis de ce pouvoir autocratique, et en même temps n'ont pas forcément n'ont pas forcément la même approche stratégique, avec une préoccupation un peu spécifique, qui est aussi de se dire que en cherchant à isoler encore plus la Chine, est-ce qu'on ne risque pas de la rendre plus agressive? On vient d'évoquer là le fait que finalement cette stratégie de découplage, elle avait aussi un effet contre-productif d'accélération des moyens investis par le gouvernement chinois, enfin par le parti en l'occurrence, pour essayer de renforcer cette autosuffisance. Il est probable que l'évolution de la croissance économique chinoise, et s'il y a rebond ou pas, va aussi susciter des réactions côté américain qui pourraient être plus ou moins encore plus coercitives ou pas vis-à-vis de la Chine. Toute la question, on n'en a pas parlé aujourd'hui, c'est comment on va éviter de provoquer un conflit autour de la question de Taïwan. Les Européens seraient évidemment pas en position de réagir comme les Américains pourraient être prêts à le faire si ça arrivait à une échéance relativement courte et que ça voulait dire ne plus avoir accès à la capacité de production de semi-conducteurs de Taïwan. Donc,
on a un problème spécifique en Europe qui est à la fois de positionnement vis-à-vis de Washington et on revient à la question de l'unité entre les États membres. Parce que si on a un agenda aujourd'hui qui est un peu plus clair vis-à-vis de la Chine au niveau des institutions, enfin plus précisément de la Commission européenne, tout ce qu'on a évoqué, entre les États membres, il y a encore beaucoup de disparités et surtout il y a un manque de délibération publique, d'engagement d'un débat public et d'une capacité d'analyse renforcée entre les États membres pour avoir cette vue d'ensemble un peu sur ce qui se passe à l'échelle du marché unique. Et finalement, ce que l'on avait fait pour gérer les négociations du Brexit avec le Royaume-Uni, où on avait coordonné, centralisé à la fois les informations, les prises de décision et puis beaucoup de transparence avec les États membres, c'est ce que l'on devrait faire avec la Chine, avec la constitution d'une task force qui permettrait de renforcer ses capacités de, j'ai envie de dire, de monitoring, de surveillance et de coordination aussi entre les États membres, parce qu'on a actuellement, au contraire, plutôt pas mal de décisions unilatérales qui viennent des capitales et qui sont très contre-productifs pour vis-à-vis de ce besoin d'unité européenne. C'est une jolie conclusion. Ça y est, nous arrivons au terme de ces 2 heures de table ronde. Merci à vous 3 pour ces échanges extrêmement riches. Donc, on a essayé de répondre à cette question, comment renforcer la stratégie économique de l'Europe vis-à-vis de la Chine, avec beaucoup de pistes de réflexion. On espère la renouveler dans quelques temps pour voir si ça a évolué. Merci à tous les 3 d'avoir participé à ces 2 heures de débat. Sébastien Jean, professeur au Conservatoire national des arts et métiers. Elvire Fabry, chercheuse senior en géopolitique du commerce, rapporteur du groupe de travail sur les relations UE-Chine à l'Institut Jacques Delors. Et Jean-François Dufour, cofondateur du Centre Sinopol, auteur de l'ouvrage China Corp 2025 dans les coulisses du capitalisme à la chinoise. Merci beaucoup et merci à vous tous d'avoir suivi cette table ronde. Merci à vous.